Donc on va reprendre nos travaux. Cet après-midi, on a beaucoup parlé de France, de la France de l'intérieur, de la résistance intérieure ce matin, ce qui est, je dois dire, souvent le cas chez nous. On parle quand même assez peu de la France libre, mais là on va se rattraper avec Jean-François Murassiol, donc de l'université Paul Valéry à Montpellier, qui va lui nous parler des débuts de la France libre. Jusqu'à 15h15 à peu près, avec un petit temps d'échange éventuel à l'issue de son intervention, et à l'issue de laquelle on ira se promener dans notre exposition permanente avec Marie-Liesse Zambeau, qui est une de nos médiatrices. Donc Jean-François, c'est... Bien. Merci beaucoup, Madame Rivet. Bien, je voudrais d'abord remercier bien sûr l'équipe du CHRD, Madame Rivet et son équipe qui me font la gentillesse de m'inviter, je sais pas, la troisième fois, la quatrième fois. Oui, donc je connais bien les lieux maintenant. Merci également à l'inspecteur général Lecoq d'avoir pensé à moi. Voilà. Je le dis très sincèrement. Alors, avant de commencer, j'aimerais avancer deux petites remarques. La première, alors, pardonnez-moi, je viens les mains vides, c'est-à-dire, voilà, affreux réflexe d'universitaire. Plus je vieillis, plus je suis dans le dépouillement le plus total, donc je ne fais cours qu'avec rien, voilà, même sans notes maintenant, et j'estime que c'est beaucoup, enfin, voilà. Alors, je sais que dans le secondaire, vous avez d'énormes contraintes en termes d'iconographie et autres, donc je suis affreusement désolé, je n'ai ni projection, ni carte, ni texte, ni rien, voilà. Et d'ailleurs, je demande à mes étudiants qui ont tous un ordinateur, bah écoutez, la carte, vous tapez, et puis vous l'avez, voilà, donc, bon, mais ce n'est pas la même pédagogie que dans le secondaire, j'en ai bien conscience. Donc, pardonnez-moi, ce sera parfois, voilà, il faudra faire des efforts d'imagination. Deuxième remarque, je voudrais souligner un point qui a l'air d'être assez loin du sujet, mais qui en fait ne l'est pas vraiment. J'écoutais avec grand plaisir mes collègues ce matin, et vous avez vu le point de précision, le degré de précision auquel l'historiographie est parvenue sur des groupes extrêmement réduits d'une résistance qui constitue elle-même la résistance d'un pays dans la Seconde Guerre mondiale et qui constitue un épisode. Je voudrais pas être j'emploie des mots prudents, mais disons qu'il n'est pas un événement central de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas le front de l'Est, c'est pas la guerre du Pacifique, hein, voilà. Bon. Et d'ailleurs, pour vous faire prendre conscience, et c'est presque vertigineux du degré de précision auquel l'on atteint, il y a quelques années, avec mon collègue Guillaume Piketty, nous avons dirigé ensemble une encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale, qui est parue donc chez Robert Laffont, 2015-2016, je ne sais plus. Et pour ce faire, nous avons essayé d'essayer. Alors, le chiffre que je vais vous donner est un chiffre très approximatif, c'est un ordre de grandeur, il faut le prendre comme tel. Nous avons essayé d'estimer le nombre d'ouvrages qui, dans le monde, depuis 1945, ont été rédigés, ont été consacrés à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez une idée du chiffre ? Millions, non, quand même milliers, oui. C'est de l'ordre de 70 000. 70 000 ouvrages. 70 000 ouvrages d'historiographie. Hein, je ne parle pas de romans, je ne parle pas de 70 000. Je me suis amusé à faire le calcul, à supposer que vous parliez toutes les langues, à supposer que vous n'ayez ni femme, ni enfant, ni mari, ni rien, ni métier, et que vous consacriez tout votre temps à lire cette historiographie, à raison de 4 livres par semaine, qui est quand même un rythme soutenu, en commençant dès votre naissance, il vous faut 350 ans pour lire ces 70 000 ouvrages. Je dis 70 000, c'est peut-être 65, c'est peut-être 75, hein, c'est une estimation, mais voilà, c'est un ordre de grandeur. Autre exemple, et là on se rapproche un petit peu de notre sujet, depuis quelques années, j'ai entrepris alors là de façon plus scientifique et plus rigoureuse et plus sérieux ou sérielle, j'ai entrepris donc d'élaborer une historiographie la plus complète possible de la France libre. Je dirais exhaustive. Voilà, tous les ouvrages parus. Donc depuis 1945, voire avant, puisqu'on a même des ouvrages qui apparaissent durant la guerre, donc tous les ouvrages qui ont pu être consacrés à la France libre. Et je précise là, en mariant aussi bien les témoignages, donc des sources primaires, comme nous disons, que de l'historiographie au sens strict, donc des ouvrages d'histoire, depuis 1945. Et même d'ailleurs 42, 43, parce qu'on a une première biographie de Charles de Gaulle en 41 à Londres. Bon.
Donc, voilà, et puis par extension, évidemment, quand vous élaborez une bibliographie de la France libre, vous êtes bien obligé d'envisager aussi un petit peu la résistance intérieure, et donc j'ai mordu sur la résistance intérieure, mais je suis moins exhaustif, il me manque beaucoup de livres. Bon, et cela dit, rien sur Vichy, pratiquement rien sur Vichy, pratiquement rien sur la défaite de 1940, pratiquement rien sur les Français sous l'occupation, la vie quotidienne, etc. Donc vraiment, la résistance, et encore en penchant beaucoup plus du côté France libre que du côté résistance intérieure. J'en suis à 220 pages de bibliographie, 220 pages. 220 pages à raison de 20 pages, de 20 ouvrages par page, ça nous fait à peu près 4400 ouvrages sur la résistance française. 4400 ouvrages sur la résistance française. Alors c'est extrêmement vertigineux, et on pourrait dire autant d'autres phénomènes. Donc vous voyez que le chiffre de 70 000, si vous considérez que la seule résistance française a suscité en gros 4400 ouvrages, et d'ailleurs en me promenant dans vos locaux tout à l'heure, j'ai vu sur les tables 4 ouvrages que je n'avais pas, donc qui sont très, très récents, donc vous voyez, et chaque semaine j'en rajoute. Bon, alors tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que ce sont des histoires qui sont bien connues, quand même bien connues. Il y a encore des choses qui ne le sont pas, et la preuve, nous continuons à chercher, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, et contrairement à ce que croit souvent l'opinion publique, c'est incontestablement l'épisode de l'histoire humaine qui est le mieux connu, qui est le mieux documenté. Si on en savait autant sur la France de, je sais pas, de Philippe le Hardy ou de Pépin le Bref, voilà. Donc alors, c'est aussi la conséquence du fait que les sources sont très abondantes, qu'elles le sont beaucoup moins pour l'histoire antique ou pour l'histoire médiévale. Vous savez, tenez, juste une chose, et puis j'en viens enfin à mon sujet, mais quand on commence à réfléchir un petit peu à ces questions, c'est presque vertigineux. Les sources du ministère des Finances, l'ensemble des sources concernant le ministère des Finances français sous la 4e République, c'est plus que toutes les sources écrites de l'histoire grecque. Voilà. Donc, si vous allez voir un professeur et vous lui dites « Monsieur le professeur, bonjour, je voudrais... d'ailleurs, maintenant, on dit prof, bonjour. Voilà. Bon. J'aimerais faire une thèse sur le ministère français des Finances sous la 4e. » Le collègue va vous dire « Oui, écoutez, ça me paraît intéressant. Envoyez les sources, il y a assez de sources. » Voilà. Et en volume de sources, c'est plus que l'histoire grecque. Allez voir un spécialiste d'histoire grecque et dites-lui « Je voudrais faire une thèse sur l'ensemble de l'histoire grecque. » Il va vous dire « Mon ami, il faut aller prendre des cachets. Allez vous soigner. » Voilà. Donc vous voyez qu'on est dans un domaine qui est, qui recèle une documentation absolument pharaonique, et c'est extrêmement frustrant parce que ça veut dire qu'on est réduit à une ultra spécialisation, que la synthèse devient presque impossible, et que l'exhaustivité, le savoir encyclopédique, le savoir universel, c'est quelque chose auquel il faut a priori renoncer. J'en parlais avec un excellent collègue de Montpellier qui est spécialiste d'histoire grecque, qui me disait, nous, en gros, si tu maîtrises 400 livres, voilà, c'est une bibliothèque de 400 livres, en gros, tu sais l'essentiel sur l'histoire grecque. Je lui dis, mais malheureux, nous, c'est 10 fois plus, pas l'histoire grecque, pour 4 ans d'histoire, la résistance française. Bien, voilà. Alors, la France libre dans tout ça. La France libre dans tout ça. Les organisateurs m'ont demandé de présenter un petit peu la naissance de la France libre. Alors, ça touche à diverses choses. Alors, première remarque, vous allez voir, on est dans un monde qui est totalement différent de celui que mes collègues ont évoqué ce matin. Vous allez voir, tout est différent. On n'est pas dans la clandestinité. Les effectifs sont beaucoup plus nombreux. Ils sont immédiatement nombreux. On est aux 4 coins du monde. On est hors de France, etc. On est vraiment dans un paradigme, enfin dans un univers qui est complètement différent. Deuxièmement, cela dit, fragile aussi, et vous le verrez, la France libre des débuts, ça n'est pas grand-chose. Deuxièmement, et là, en revanche, nous retrouvons les problématiques de ce matin, on est devant une page blanche, c'est-à-dire qu'il faut inventer quelque chose. Mes collègues insistaient bien sur l'absolue nécessité d'inventer, et la résistance, elle se fait en marchant, en quelque sorte. J'apportais peut-être une toute petite nuance à ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit est parfaitement vrai pour les années 41-42. 43-44, c'est un peu différent. Là, on rentre dans la résistance qui vous accueille et qui est déjà organisée. Bon, passons. Mais effectivement, en 40-41, on part de rien. Et donc, on invente. Chaque groupe de résistance invente quelque chose. La France libre aussi. Il y a ce que De Gaulle a en tête. D'ailleurs, vous allez voir, ce qu'il a en tête arrive progressivement. Il n'y a pas de précédent. Donc, on est obligé de bidouiller, d'inventer en plus avec un partenaire qui, lui, est un véritable État.
qui s'appelle la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Troisièmement, alors, il faut bien mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de... Alors, j'ai prévu quelque chose de modulable, hein, selon le temps. Je suis, comment dire, un très mauvais élève ou un très mauvais enseignant. Je dépasse toujours. Donc, j'ai prévu de moduler éventuellement. Madame Rivet, où est-ce qu'elle est passée ? N'hésitez pas à me faire des grands signes, hein, si je dérape. Donc, je commencerai par le cadre politique, tout simplement, hein, quitte à rappeler peut-être des choses que la plupart d'entre vous connaissent bien, mais ça me paraît nécessaire de rappeler un petit peu quelques dates, quelques faits et quelques moments marquants. Deuxièmement, je voudrais insister sur, et là nous allons partir dans un monde qui n'a rien à voir avec celui de ce matin, la dimension coloniale de la France libre, c'est-à-dire le fait que dès le début, dès le mois d'août 1940, que dis-je, dès le mois de juillet 1940, elle obtient le ralliement de territoires coloniaux, ce qui change tout, ce qui change la donne. Et enfin, troisièmement, j'aimerais essayer de présenter un petit peu, de tenter une évaluation des effectifs, combien d'hommes et de femmes. Je m'arrêterai. Alors, vous savez que le programme, je n'ai pas pu entendre l'exposé de M. Lecoq ce matin, mais j'imagine qu'il est revenu sur la question de la date butoir. Dans le cas de la France libre, ça pose un problème quasiment inextricable. Quand s'arrêtent les débuts de la France libre ? Je suis absolument incapable de vous le dire. Hein, quand commence le début, quand finit le début, j'en sais rien. Quand il commence, oui, là c'est plus simple, c'est le 18 juin vers 22h, mais quand s'arrêtent les débuts de la France libre, j'en sais strictement rien. Donc, pour mais juste pour évoquer les tout premiers combats, j'irai jusqu'au printemps 41, hein, c'est-à-dire, et c'est le moment où effectivement il y a une série de combats relativement importants qui marquent vraiment le retour des armes françaises dans la guerre. Voilà, donc j'essaierai dans la troisième partie d'évoquer rapidement ces combats et surtout d'essayer de dessiner une sociologie. Hein, je crois que la question a été posée ce matin. Mes collègues ont un peu botté en touche, mais les pauvres, comment faire autrement ? Malgré 4000 livres, on n'a pas d'études de synthèse sur la sociologie de la résistance intérieure. On a de temps en temps des monographies qui sont très très bien faites. En revanche, pour les Français libres, c'est plus facile, hein, puisque c'est une armée régulière, donc on a des tableaux, etc. Il suffit d'avoir le courage de se taper 5 ou 6 000 fiches, mais on peut établir une sociologie, et vous verrez, elle est totalement différente, elle est en total décalage, sauf sur un point ou deux, avec celle de la résistance intérieure. Autrement dit, les premières résistances, elles sont clairement, je dirais, mes collègues ce matin distinguaient la zone nord et la zone sud. Oui, mais plus encore, on pourrait distinguer la France, hein, la France métropolitaine, la résistance intérieure et la résistance extérieure, en quelque sorte, la France libre, qui se déploie dans un univers complètement différent et avec des logiques sociologiques complètement différentes. Ce sont deux mondes vraiment distincts, hein, même s'ils apparaissent au même moment. Alors, sur le premier point, la formation de la France libre, en quelque sorte, au sens strict, hein, les premiers pas et la fabrication d'un truc, d'un bidule, hein, d'un ovni politique et militaire. Alors, bon, je ne vais pas reprendre ce qu'on est censé savoir, hein, sinon c'est infernal et on finit avec Dagobert et les croisades, mais je ne reviens pas sur la défaite, hein, le pâté de Charles de Gaulle, etc. Rappelons simplement que de Gaulle quitte Bordeaux. Je vous rappelle qu'il a été un éphémère sous-secrétaire d'État à la guerre du 6 au 16 juin 1940. Alors c'est 10 journées, mais 10 journées d'une intensité terrible, hein, évidemment. Donc le cabinet Reynaud a démissionné dans la nuit du 16 au 17, le 16, enfin formellement le 16, donc De Gaulle n'est plus membre du gouvernement, et il s'embarque dans la matinée du 17, toutefois il est toujours présent à Bordeaux, donc la veille Paul Reynaud vient de démissionner, et le président Lebrun, en toute légalité d'ailleurs, il n'y a pas l'ombre d'un coup d'État, il n'y a pas l'ombre de quoi que ce soit, on est dans la pure logique de la Troisième République, a nommé le maréchal Pétain, président du Conseil, sur le conseil d'ailleurs de son prédécesseur Paul Reynaud, qui lui suggère de nommer le maréchal Pétain. Bon, et donc De Gaulle quitte Bordeaux dans cette matinée du 17 juin, il le quitte comment ? Il quitte Bordeaux comment ? Eh bien, les Anglais ont dépêché, le gouvernement britannique a dépêché une espèce de mission dirigée par Edward Spears, l'un des hommes de confiance de Churchill, chargé en quelque sorte d'aller chercher des personnalités politiques éminentes françaises à Bordeaux, puisque le gouvernement donc s'est replié à Bordeaux depuis le début du mois de juin. Voilà, on est dans l'incertitude, que va-t-il se passer, armistice ou pas, donc d'aller chercher quelques personnalités éminentes. Bon, finalement, personne n'est candidat, et Spears se rabat sur ce sous-secrétaire d'État à la guerre très éphémère de 10 jours, général de brigade à titre provisoire, et alors
un peu connu par les milieux anglais, parce qu'il vient de négocier avec eux divers projets, comme, vous savez, le projet Mornay de fusion franco-britannique. Donc, à ce titre, il connaît un petit peu Churchill. Mais bon, voilà, c'est vraiment un second poisson, hein, voire un troisième poisson, voire un quatrième poisson. Hein, c'est pas une personnalité éminente. Bon, donc voilà, le voyage se passe sans encombre. De Gaulle atterrit à Londres sur le coup de midi, et immédiatement, Churchill le reçoit dans l'après-midi. Ils discutent un moment, et De Gaulle lui expose son projet de s'exprimer à la BBC. Churchill accepte dans un premier temps, et le 18, en même temps que De Gaulle prépare son texte, qui sera tapé par Elisabeth de Miribel, vous voyez le rôle très effacé des femmes. Hein, c'est De Gaulle fait le texte et c'est Madame de Miribel qui tape à la machine. À l'époque, ça ne choque personne. Et pendant ce temps-là, en coulisses, il se passe des choses très, très importantes, car le cabinet britannique se dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise? Finalement, on ne connaît pas du tout les clauses de l'armistice. Reprenons la chronologie. Hein, Pétain est devenu président du Conseil le 16. Le 17, à midi, pendant que De Gaulle, en gros, atterrit à Londres, il prononce ce fameux discours dans lequel il annonce l'armistice aux Français. Hein, c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Et donc, voilà, dans la matinée du 18, une délégation française dirigée par le général Henziger quitte Vichy et par des routes invraisemblables parvient le soir à Paris. Donc bref, voilà, on sait que Français et Allemands vont commencer à discuter, mais le 18 juin, la délégation est encore sur les routes, on ne sait pas du tout quelle sera. D'abord, est-ce qu'il y aura un armistice? Est-ce que le gouvernement passe encore de Vichy? Vichy n'existe pas. Est-ce que le gouvernement français signera cet armistice ou pas? Et surtout, quelles seront ses clauses? Bon, et donc, le gouvernement anglais, qui vous le verrez d'ailleurs, est traversé par des tendances assez contradictoires. Il n'y a pas que Churchill, il y en a d'autres. Donc tout le monde n'est pas jusqu'au boutiste, en tout cas à ce moment-là. Donc le gouvernement britannique est assez hésitant. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise, de se lier les mains avec ce type qui est un inconnu complet, hein? Spears finit par convaincre les ministres anglais de la nécessité de laisser parler ce général, mais à condition toutefois qu'il modère son texte, qu'il tempère son texte. Autrement dit, qu'il n'y ait pas d'attaque ad hominem radicale contre Vichy. Vous voyez, je commets le lapsus. Qu'il n'y ait pas d'attaque définitive et irréductible contre le gouvernement du maréchal Pétain, car finalement, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Peut-être que les Allemands vont présenter des revendications tellement draconiennes que même un gouvernement dirigé par Pétain, dont on sait qu'il est profondément pacifiste et défaitiste, eh bien, que même un gouvernement dirigé par Pétain ne pourrait pas accepter. Je songe en particulier à l'Alsace-Lorraine. Voilà, alors vous me direz, est-ce qu'on peut refaire l'histoire? C'est un exercice qui est très dangereux, mais vraisemblablement, le maréchal Pétain n'aurait jamais signé un texte qui prévoit la restitution de l'Alsace-Lorraine. Et d'ailleurs, très habilement, les Allemands ne le demanderont pas. Donc bref, et De Gaulle accepte. Alors ça, c'est très intéressant qu'il l'accepte, car une telle acceptation, une telle censure en quelque sorte, une telle limitation à sa liberté de parole serait invraisemblable un an plus tard. Et d'ailleurs, De Gaulle va s'enfermer dans une raideur de plus en plus terrible du fait de sa faiblesse. Mais là, voilà, on est dans les tout premiers pas. Il accepte. Alors, son texte n'est pas relu, mais il prend l'engagement qu'il n'y aura pas d'attaque définitive contre le gouvernement français. Bon, le texte, donc, est enregistré vers 18h le 18 juin. C'est facile pour s'en souvenir. Et il est diffusé en français, donc, bien sûr, sur les ondes de la BBC le même jour vers 22h. Donc, 18 juin vers 22h. Un mot sur la réception, parce que j'imagine que si vous préparez avec vos élèves le concours de la résistance sur les premières résistances, bon, un texte comme celui-là, c'est bien sûr un texte canonique, donc vous voyez, je suis un très mauvais prof, j'aurais dû vous l'amener, le mettre au tableau. Alors je vais vous dire, comme je dis à mes étudiants, tapez appel 18 juin sur Google et vous l'aurez tout de suite. Voilà, eux ils le font et en plus ils passent un petit détour par les jeux vidéo, comme ça tout le monde est content. Personne n'entend le texte. Très peu de monde entend ce discours sur le moment, pour deux raisons très simples. D'abord, il n'y a aucune raison d'écouter la BBC à 22h. Bon, voilà. Peut-être qu'il y a des insomniaques, qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, mais franchement, alors peut-être un peu plus qu'en temps normal, parce qu'on est quand même dans une période de catastrophe nationale, mais la plupart des Français, ils n'écoutent pas. Et deuxièmement, n'oubliez pas, mes collègues l'ont parfaitement dit ce matin, on est dans un pays qui est complètement tourneboulé. Il y a 8 millions de réfugiés sur les routes. Donc voilà, pourquoi irait-on écouter la BBC à 22h? Bon, quelques-uns l'ont entendu. Dans les jours qui suivent, le texte a un écho extrêmement faible. Il n'y a que 2 journaux en France
qui le lendemain, enfin l'un le 19, l'autre le 20. Il n'y a que 2 journaux en France qui publient le texte de l'appel, ce qui montre d'ailleurs que Vichy n'existe pas encore. Une telle chose serait impensable, bien sûr, 3 semaines plus tard. Donc la censure n'est pas encore en place, hein, donc la presse demeure relativement libre, dans les limites de l'état de guerre, bien sûr. Mais ça, c'est pas Vichy, c'est donc la troisième... Bon, enfin bref, donc 2 journaux de province publient le texte, le petit Provençal et le petit Dauphiné, des journaux, disons plutôt, de sensibilité radicale socialiste. Bon, voilà, enfin... C'est pas CNN, hein. Et l'agence Havas diffuse également le texte, hein, la grande agence d'information française de l'époque, et c'est un certain Pierre Maillot, qui changera de nom et qui deviendra Pierre Bourdan, qui sera l'un des animateurs de l'équipe française de la BBC, et puis ensuite le fameux correspondant de guerre de la 2e DB en 44-45, donc c'est Pierre Maillot, futur Pierre Bourdan, qui prend sur lui de diffuser parmi les dépêches de l'agence Havas le texte. Autrement dit, le texte est très peu entendu et très peu lu, hein. Mais encore une fois, les circonstances l'expliquent. Et d'ailleurs, certains l'entendent, certains ne l'entendent pas. La plupart des Français libres n'ont pas entendu l'appel du 18 juin. Voilà. La plupart des Français libres, d'ailleurs, découvrent l'existence d'un certain général de Gaulle. D'ailleurs, beaucoup, donc quand ils arrivent en Angleterre, beaucoup croient d'ailleurs à un canular. Une blague, hein, s'appelait De Gaulle. Hein. Beaucoup disent qu'est-ce que c'est que cette histoire de Gaulois. Bon, et d'ailleurs beaucoup écrivent Gaulle avec un seul L au début. Hein. Et pour certains, il faudra. Alors là, je ne parle pas peut-être, bien sûr, des têtes dirigeantes, mais au moins des soldats de base. La plupart des types, des marins qui débarquent comme ça, De Gaulle, que c'est que cette histoire des Gaulois, etc. Il manquait plus que ça. Bon, eh bien non. Voilà. Donc la plupart ne l'ont pas entendu, ou certains l'ont entendu par hasard, ou on leur a dit qu'il y avait un certain général, mais je ne sais plus comment il s'appelle, quelque chose comme Gaulle. Bon, voilà. Donc, il y a une réception qui est quand même très, très compliquée. Un exemple parmi d'autres, Maurice Schumann, qui sera le porte-parole, vous savez, de la France libre durant la guerre. Maurice Schumann, qui est sous les drapeaux, qui a échappé à la captivité, à la capture, eh bien, donc, veut gagner Bordeaux. Hein, c'est un journaliste par ailleurs. Il veut gagner Bordeaux et il n'entend pas l'appel, mais on lui dit qu'il y a eu un appel, tout à fait par hasard. Il est sur les routes de France, du côté de Niort, et du coup, il change d'avis et il va à Saint-Jean-de-Luz prendre le dernier bateau pour le Sobieski, je crois, le dernier bateau polonais pour l'Angleterre. Bon, donc voilà un mot sur le contenu, les circonstances. Sur le contenu, écoutez, là, chacun peut le lire. Hein. Le texte est un appel, est un texte très militaire en fait. Hein. C'est un appel bien sûr à la résistance, mais qui s'adresse essentiellement à des militaires et à des techniciens. Rien d'extraordinaire. De Gaulle cherche tout simplement à rassembler des volontaires autour de lui pour continuer le combat. Le texte est peu politique. De Gaulle souligne les grandes carences techniques qui sont la cause de la défaite. Alors on peut y voir une attaque au 2e ou 3e degré contre Pétain, qui a eu de telles responsabilités militaires pendant l'entre-deux-guerres que si on dénonce les carences techniques de l'armée française, forcément on dénonce les chefs qui ont conduit à ces carences. Mais le mot de Pétain n'est pas prononcé et effectivement De Gaulle tient sa parole. Il n'y a pas d'attaque irréductible, irrémédiable contre le gouvernement français. En tout cas, le ton est extrêmement ferme, plein d'espoir. De Gaulle souligne aussi le fait que la guerre n'est pas finie, que la France conserve des atouts, qu'elle n'est pas seule. Il répète 2 fois la phrase « elle n'est pas seule », les Britanniques, l'Empire, un jour peut-être la formidable puissance économique américaine. Et De Gaulle conclut donc par cette phrase « la flamme de la résistance française ne s'éteindra pas ». Cela dit, dans les jours qui suivent, et à ce moment-là, De Gaulle ne sait pas encore vraiment ce qu'il va faire. Hein. Et ce qu'il cherche à faire dans les jours qui suivent, alors il lancera d'autres appels à la résistance. D'ailleurs, bien souvent, des gens vont confondre plusieurs appels. Hein. Il y a un appel le 18, il y en a un autre le 22, un 3e le 23, il reprend encore la parole. Bref, il parle pratiquement chaque jour à la radio. Et d'ailleurs, bien souvent, certains qui entendront l'appel du 22 ou l'appel du 23, dans leur mémoire plus tard, hein, la mémoire, feront la fusion avec l'appel du 18 juin et penseront en toute sincérité, en toute bonne foi qu'ils ont entendu l'appel du 18 juin. Et quand on leur dit, mais vous savez qu'il a été diffusé à 22h? Ah mais non, c'était vers 13h. Bah oui, mais c'est peut-être l'appel du 22 ou du 23. Bon, et donc, dans les journées qui suivent, De Gaulle cherche essentiellement, il ne se sent pas... Alors, c'est très compliqué de rentrer dans
sa tête à ce moment-là, parce que quand on lit ses mémoires, bien sûr, là on a un discours parfaitement linéaire, majestueux, Louis XIVien, mais probablement quand on voit ce qu'il fait, on peut imaginer qu'il doute qu'à lui seul il puisse constituer la force qu'il veut créer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lance toute une série d'appels, alors ceux-là qui sont des appels privés, enfin des appels qui ne sont pas diffusés à la radio. Il cherche en fait à convaincre les grands chefs de l'Empire, les proconsuls, comme on disait, de l'Empire colonial français. L'Empire n'est pas occupé, il demeure libre. Il cherche donc, par une série d'appels répétés, par des télégrammes, à convaincre les militaires, le plus souvent, ou les civils qui dirigent l'Empire français, et quitte à se placer sous leurs ordres. Et chacun de ces appels se termine par cette phrase « Je suis prêt, mon général, à me mettre sous vos ordres si vous prenez la tête de cette résistance française ». Le personnage clé, c'est le général Noguès, qui cumule à ce moment-là 2 fonctions très importantes. Il est résident général au Maroc, c'est-à-dire qu'il est le patron de l'administration coloniale française dans le protectorat marocain, et il est commandant en chef des forces armées en Afrique du Nord. Donc il a une double casquette, et c'est certainement celui vers lequel on se tourne en priorité, parce que c'est le bloc de colonies le plus riche, le plus puissant, le plus proche de la France, et où il y a des forces très importantes. Il y a à peu près 350 000 hommes, et puis c'est l'un des rares endroits dans l'Empire colonial français où il y a une certaine base industrielle. Donc pourquoi pas, si on veut poursuivre la lutte, le faire à partir de l'Afrique du Nord. Mais il se tourne également vers le général Weygand, qui figure un petit peu de numéro 2 du gouvernement Pétain en tant que ministre de la Défense. Et d'ailleurs, là, il y a une chose qui est assez drôle. Weygand lui a envoyé un télégramme combinatoire en lui disant « Rentrez immédiatement en France, sinon vous êtes passible des pires poursuites, vous êtes déserteur, en quelque sorte. » Et le 20, De Gaulle répond à Weygand « Pas de problème, je suis prêt à rentrer en France si vous ne signez pas d'armistice. Si inversement vous signez un armistice, je suivrai, et ça c'est intéressant, je suivrai n'importe quelle forme de résistance française qui se manifestera, donc il est prêt à se placer sous les ordres d'autres, et lui dit-il, bon général, si c'est vous, avec plaisir. » Et évidemment, je vous laisse imaginer la réponse de Weygand, elle tombe quelques jours plus tard, enfin celle de Weygand et du gouvernement français, le 22, en réponse à ce télégramme qui est, disons-le franchement, qui est provocateur. De Gaulle sait très bien que Weygand ne va pas le rejoindre à Londres, donc la réponse tombe le 22, De Gaulle est ramené à son grade de colonel, et le 23, le lendemain, il est, par un décret du président de la République, il est mis à la retraite d'office, mais d'autres choses beaucoup plus graves viendront, puisqu'il sera condamné à mort par contumace au mois d'août. Le fait que ce décret soit signé du président Lebrun explique peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse, c'est même pas du mépris, c'est l'indifférence de Gaulle à l'égard de celui qui est chef de l'État quand même. Et vous savez qu'il y a cette terrible phrase dans les mémoires de Gaulle, dans les mémoires de guerre du général de Gaulle à propos d'Albert Lebrun. Albert Lebrun, président de la République. Eh bien, pauvre président Lebrun, pour qu'il fût président de la République, il lui aura manqué 2 choses, qu'il fût un chef. Pauvre président Lebrun, pour qu'il fût chef de l'État, il lui aura manqué 2 choses, qu'il fût un chef et qu'il eût un État. C'est un enterrement, là, de première grandeur. Bon, donc voilà, dans les jours qui suivent, De Gaulle se tourne encore, par exemple le 24, il lance un 2e appel au général Noguès, il lance également un appel à Gabriel Puot, qui est haut-commissaire de France au Levant, donc qui est le responsable politique des 2 mandats que la SDN a confiés à la France en Syrie et au Liban, au général Mitterhauser qui commande les forces militaires du Levant. Il s'adresse également au gouverneur général de l'Indochine, le général Catroux. Le 27, il se tourne vers Marcel Pérouton, qui est résident général en Tunisie, etc. En quelque sorte, il a fait le tour, de tous les grands chefs coloniaux, et la réponse est non. Voilà, personne ne le suit. Deux. Il y en a 2 qui répondent à l'appel, mais alors ça va mal de se terminer pour eux. Le général Catroux, général 5 étoiles, d'ailleurs le seul officier 5 étoiles qui se ralliera dès 1940 au général de Gaulle et qui acceptera de mettre ses 5 étoiles dans sa poche pour finalement accepter l'autorité politique, non pas militaire, mais politique, donc d'un général de brigade à titre provisoire. Donc en gros, par rapport à lui, un nain. Catroux, 5 étoiles, gouverneur général de l'Indochine. Et le général Le Gentilhomme, qui commande les forces de ce qu'on appelait à l'époque la côte des Somalies, le petit territoire de Djibouti, en Afrique orientale, mais ces 2 responsables sont immédiatement démis de leurs fonctions par Vichy. Autrement dit, ce sont des ralliements personnels, en quelque sorte, mais qui n'apportent pas le ralliement de leur territoire. Bon, bref, entre-temps, qu'est-ce qui explique le non-ralliement des chefs
chef de l'Empire. Eh bien, entre-temps, les clauses de l'armistice sont connues. Alors, oui, ça peut être un texte aussi, ça, intéressant. L'armistice, que l'on peut, même si ce n'est pas un texte qui est directement lié à la résistance c'est fondamentalement, au début, le refus de l'armistice, donc présenter aux élèves et expliquer avec les élèves le texte de l'armistice, ça peut être important. Alors, c'est un texte un peu complexe, hein, vous l'avez peut-être lu, il y a une vingtaine d'articles. Alors, pourquoi est-ce que ces grands responsables, alors que Noguès a beaucoup hésité, hein, les choses ne sont pas si simples, hein, tout n'est pas blanc et noir dès le départ, et d'ailleurs même ensuite. Pourquoi le ralliement n'a pas lieu? Pour différentes raisons, mais deux principales. La première, c'est que tout simplement, les clauses de l'armistice sont, en apparence du moins, quasiment miraculeuses. Voilà, c'est presque inespéré après une telle défaite. Hein. C'est presque inespéré après une telle défaite. Je vous rappelle, hein, très bien, quelles sont les clauses qui peuvent paraître miraculeuses? Eh bien, d'abord, le pays n'est pas occupé entièrement. Il subsistera une zone, alors qu'il vaut mieux appeler sud, ou disons plutôt non occupée. Les Français l'appelaient la zone nono, hein, non occupée, nono, hein, car elle est au sud, mais la zone nord aussi est au sud. Bayonne est en zone sud, hein, voilà, en zone occupée. Et deuxièmement, est-ce qu'elle est libre? Ça, c'est une immense question. Donc, appelons plutôt les zones occupées et zones non occupées. Donc, la France n'est pas occupée entièrement. Dans cette zone non occupée, le texte de l'armistice laisse en place un gouvernement français qui est théoriquement libre de ses actes. Hein, c'est le texte de l'armistice. La flotte n'est pas livrée. Je vous rappelle que le 11 novembre 1918, d'une certaine façon, ce que je vais dire est terrible, les clauses politiques et militaires de l'armistice du 11 novembre 1918 contre l'Allemagne sont beaucoup plus draconiennes que les clauses politiques et militaires contre la France de l'armistice inverse du 22 juin 40. Même si ensuite, il faut aussi expliquer, vous savez, l'armistice c'est comme une boîte de magicien. Hein, il y a ce qu'on voit et puis il y a le double fond. Mais la flotte n'est pas livrée. Elle sera conservée, désarmée dans ses ports d'attache. L'Empire n'est pas occupé. Les Allemands ne réclament pas l'installation de leurs troupes en Tunisie, au Maroc ou ailleurs, etc. Bon, vous mettez tout ça bout à bout, encore une fois, c'est presque inespéré. L'Alsace-Lorraine n'est pas réclamée. Bon, cela dit, attention, prudence. Pourquoi ces clauses presque clémentes, devrais-je dire, hein, je mets des guillemets au terme, hein, pour deux raisons. La première raison, c'est que l'armistice n'est pas la paix. Il faut bien avoir ça en tête. C'est d'ailleurs l'immense illusion de Vichy. L'armistice n'est pas la paix. Je rappelle que l'armistice, qu'est-ce que c'est? C'est un texte politique, mais c'est un texte qui met fin au combat, point barre, qui ne règle rien sur le fond. Et dans le processus normal d'une sortie de guerre, eh bien, on signe un armistice, hein, 11 novembre, on ouvre des négociations, éventuellement une conférence de la paix a lieu et on signe un traité de paix. Traité de Versailles, 6 mois plus tard. Bon, autrement dit, l'armistice ne présume en rien des clauses finales du traité de paix. Et il y en a un qui l'a parfaitement compris, ça, c'est Mussolini. Et donc, l'urgence pour Hitler, c'est tout simplement d'isoler la France pour terminer le plus vite possible la guerre à l'Ouest. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire soit obtenir de la Grande-Bretagne qu'elle jette les armes, soit, eh bien, d'aller les contraindre à le faire, d'envahir la Grande-Bretagne, de débarquer en Grande-Bretagne et d'infliger aux Anglais la même fessée qu'ils ont infligée aux Français. Et d'ailleurs, sans le meilleur fossé anti-char qu'on a jamais inventé et qui s'appelle la Manche, les Anglais, ils y passaient comme les autres. Hein, il n'y a pas de miracle. Je vous rappelle qu'après Dunkerque, ils n'ont plus d'armée, hein, ils n'ont plus rien. Bon, et c'est pas les braves quinquagénaires avec des casques de pompiers de la force de défense civile qui allaient les arrêter. Et donc, pour cela, il faut isoler la Grande-Bretagne et ne surtout pas contraindre, par des clauses inadmissibles, un gouvernement français à continuer le combat au coûte que coûte. Le cauchemar des Allemands, c'est Gambetta 1870. Bon, donc ces clauses en apparence clémentes. Et pourquoi est-ce que Hitler veut finir au plus vite la guerre à l'Ouest? Parce que tout simplement, il n'est pas complètement stupide, le Führer. Il a très bien compris que l'Allemagne ne peut pas gagner une guerre longue sur deux fronts, et donc il ne faut absolument pas se retrouver dans ce schéma-là. Et comme ses objectifs fondamentaux sont à l'Est, hein, et que, je vous rappelle que les premières moutures du plan Barbarossa, c'est l'automne 1940, hein, donc ça ne traîne pas, eh bien il faut régler tout de suite la guerre à l'Ouest. D'où cet armistice, hein, et la preuve, donc relativement clément, je mets des gros guillemets, et ça marche, hein, puisque, vous voyez, des hommes qui, comme Noguès, auraient pu, pourquoi pas, vous savez,
à quoi tient le destin, hein. Si Noguès n'avait pas été au Maroc, c'est peut-être lui qui aurait pris la tête de la résistance française, hein. Donc des hommes comme Noguès, eh bien, considèrent que dans ces circonstances, tenter l'aventure complètement folle dans laquelle se lance De Gaulle, eh bien, c'est une folie au sens strict. Je termine sur l'armistice, excusez-moi, je vois que je suis déjà trop long. Attention, hein, c'est un armistice à double fond, il est diaboliquement habile, car derrière cette clémence se cache une série de clauses qui en fait ligotent la France, hein. Le 1 800 000 prisonniers de guerre qui sont conservés, qui partent en Allemagne, hein, voilà, et qui sont comme une espèce, qui constituent une espèce d'armée d'otages, hein. Tu es gentil, j'en libère, tu es pas gentil, je les garde, voilà. Donc Vichy sera déterminé, lié par cette question-là du début à la fin. Les clauses financières qu'on oublie toujours. Vichy, j'y tiens. Le gouvernement de Pétain signe un chèque en blanc par cet armistice, hein, qui prévoit que les frais d'occupation seront à la charge du gouvernement français, sauf qu'on ne donne pas le chiffre, et le chiffre sera fixé par les Allemands plus tard, en juillet, commission de Wiesbaden, une bricole, 400 millions de francs par jour. Voilà. Avec ça, vous avez de quoi entretenir une armée de pratiquement 5 ou 6 millions d'hommes. Bon, plus la manipulation du franc, plus des clauses. Bref, voilà. Et surtout, la clause sur la flotte qui est très importante. La flotte ne sera pas livrée. Je vous rappelle que les Allemands avaient dû livrer leur flotte de guerre au terme de l'armistice du 11 novembre 18, qui d'ailleurs préférera se saborder en rade de Scapa-Flow qui en l'air plutôt que de se rendre aux Britanniques. Oui, mais vous voyez, tout est dans... C'est comme les contrats d'assurance, il faut tout lire, hein. La flotte française sera désarmée dans ses ports d'attache. Or, les ports d'attache sont pratiquement tous en zone occupée. Et je vous rappelle que la zone occupée, qui n'est pas une zone sud, puisque Bayonne et Bordeaux sont en zone sud, elle va jusqu'à la frontière espagnole. Et à part les ports méditerranéens, les ports d'attache, eh bien, c'est Cherbourg, c'est Brest, c'est Lorient, etc. Et donc sous la menace des Allemands, d'où l'opération catapulte des Britanniques et Merced Kébir. Bon, la deuxième raison qui pousse les grands chefs de l'Empire à ne pas se rallier, c'est l'autorité du maréchal Pétain, tout simplement. Voilà. Pétain, en juin 40, c'est l'homme de Verdun. C'est pas l'homme de Vichy, c'est pas l'homme du statut des Juifs, c'est pas l'homme de la collaboration, c'est pas l'homme de Laval, etc. Même si Laval est présent dans l'ombre, hein. Donc voilà. Donc là, vraiment, je crois qu'il faut sensibiliser les élèves à ça, pas de vision rétrospective de l'histoire, hein. Le Pétain salopard, non, c'est un immense patriote, c'est un immense chef. Qui peut douter 30 secondes du patriotisme du maréchal Pétain? Voilà. Bon. Et d'ailleurs, pour beaucoup de Français, ils se trompent complètement, mais ils estiment, et c'est l'une des raisons de la popularité du régime de Pétain, c'est parce que c'est Pétain qu'on obtient un armistice aussi miraculeux, hein, voilà. Donc, bref, et puis, je dirais, il y a une troisième raison, on ne va pas risquer sa carrière quand même non plus, hein, voilà, l'armistice est miraculeux, les grands chefs sont là, Pétain, Weygand, hein, ils sont presque tous là, en d'oignon. Bon, est-ce qu'on va risquer sa carrière pour un illuminé complètement inconnu, hein, qui appelle à le poursuivre? Donc c'est avant Merced Kébir, hein. Alors Merced Kébir évidemment n'arrangera rien, mais c'est avant Merced Kébir que, je dirais, les responsables de l'Empire français, vers lesquels De Gaulle s'est tourné, en leur proposant même de se mettre sous leurs ordres, excusez-moi, le micro résonne un petit peu, c'est avant donc Merced Kébir que, alors avec quelques exceptions, la plupart, et même pratiquement tous, les chefs de l'Empire colonial français ne sont pas ralliés à De Gaulle, et je dirais à l'image de l'ensemble des élites politiques françaises. Il n'y a personne à Londres, hein. Bon. Voilà. Alors, De Gaulle donc se retrouve seul. Voilà. C'est un homme seul, hein. Alors seul, bon, je vais nuancer bien sûr. Et d'ailleurs, seul pourquoi? Pour les raisons que je viens de dire, mais il y a aussi une deuxième raison. Londres, juin 40, c'est pas une ville où l'on vient. C'est à la limite une ville où l'on passe, mais c'est surtout une ville que l'on quitte. Parce que c'est une ville dangereuse. C'est la future ligne de front, hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui passent par Londres et qui ne font que passer par Londres, hein. C'est une étape vers un autre départ, vers les États-Unis, bien souvent, ou l'Amérique latine, bon, bref. Par exemple, Jean Monnet, et d'ailleurs, certains de ces hommes ou de ces femmes seront ensuite de grands résistants. Par exemple, Jean Monnet, bon, que je ne présente pas, passe à Londres en juin 40. Il est immédiatement hostile à l'armistice, hein. Il a, je dirais, le même réflexe patriotique et anti-défaite que De Gaulle. Il voit De Gaulle, alors qu'il connaît un petit peu, puis qu'ils se sont croisés dans la préparation, vous savez, du fameux projet de fusion franco-britannique de juin. Et en gros, Monnet lui dit, bon, votre truc, c'est pas sérieux. Mon général, moi, je pars aux États-Unis, je serai beaucoup plus utile là-bas à essayer, parce qu'il connaît bien l'administration Roosevelt, de travailler les Américains et petit
petit à petit d'essayer peut-être de les faire entrer en guerre et de... Bon, René Mayer, qui est le chef de la mission du ministère de l'Armement en Grande-Bretagne, eh bien, opère le même raisonnement. Et ces deux hommes-là, pourtant en 1943, René Mayer et Jean Monnet, vous les retrouverez au sein du GPRF, du CFLN, pardon, en 1943, et ils seront chargés de ministères, de commissariats extrêmement importants et justement liés à la guerre économique et au soutien que l'on attend des Américains. Et puis quantité d'autres personnalités, par exemple des journalistes, Geneviève Tabouis, André Giraud, le fameux Pertinax, Jules Romain, des personnalités politiques aussi, Henri de Kérillis, l'un des députés français de droite, bonne vieille droite, patriote, anti-défaite, et tous ces gens-là, que d'ailleurs eux bien souvent on retrouvera dans des formes de résistance anti-gaulliste, parce que ça existe aussi, la résistance anti-gaulliste aux États-Unis, mais voilà, donc c'est, ne surtout pas croire qu'il y a une espèce d'afflux de personnes vers Londres, il y a peut-être plus de gens qui partent que de gens qui arrivent à Londres. Bon, parce que tout simplement, c'est pas the place to be, c'est the place to die, ça devient une ville extrêmement dangereuse et on sait très bien ce qui va se passer. Bon, alors, quelques personnalités tout de même se rallient. Notez que les Anglais... Alors oui, précisons aussi qu'il y a le fameux épisode du Massilia, entre-temps. Vous savez, une vingtaine de parlementaires plutôt de gauche qui se sont réunis sur ce bateau dans l'espoir de partir vers l'Afrique du Nord. On part pas, finalement on part, et puis quand on arrive, entre-temps, le contexte politique a beaucoup changé et le général de Gaulle les fait pratiquement tous mettre en prison. Bon, et parmi ces personnalités, il y a Georges Mandel qui lui aussi aurait pu jouer, à quoi tiennent les choses, qui aurait pu jouer le rôle qu'a joué de Gaulle pendant la guerre, et lui le pauvre, vous savez que ça s'est terminé de façon beaucoup plus tragique, assassiné par la milice. Georges Mandel, ministre à poigne de l'Intérieur de la fin des années 30, qui avait démantelé la cagoule, eh bien Georges Mandel est jeté en prison par le général Noguès. Churchill tente une démarche le 26 en envoyant Duff Cooper et le général Gort à Casablanca pour essayer d'arracher Mandel à Noguès, parce que les Anglais ont bien compris aussi que De Gaulle c'est un peu léger. Voilà, si on pouvait avoir des noms un peu plus substantiels, des Mandel, bon, Pétain, Végan, laissons tomber, mais pourquoi pas. Bon, voilà, ils sont éconduits bien sûr par le général de Gaulle, et je le répète, on est le 26 juin, on est avant Marcel Kébir. Donc, il est seul. Alors, quelques personnalités, néanmoins, qui sont là, je dirais des deuxièmes couteaux, voire des troisièmes couteaux de la vie politique, économique, artistique, intellectuelle, culturelle, sociale, syndicale française. Donc, c'est pas le grand désert, mais, disons, c'est une petite oasis, voilà. René Cassin, par exemple. René Cassin, qui arrive là, à Londres, il part le 23, il arrive le 28, De Gaulle reçoit le 29. Je vous raconterai dans quelques instants l'entrevue Cassin-De Gaulle, qui est assez... voilà, c'est peut-être la personnalité la plus éminente, ancien représentant de la France à la SDN, l'un des principaux dirigeants de l'Union fédérale, la grande association d'anciens combattants de l'entre-deux-guerres, grand blessé de la Première Guerre mondiale, grand professeur de droit, titulaire de la chaire de droit public à la Sorbonne. Bon, voilà. René Pleven, René Pleven est très connu par la suite, mais là, c'est un inconnu. Il dirige une filiale en Grande-Bretagne d'une entreprise américaine téléphonique. Alors Pierre-Olivier Lapie, l'un des très très rares, l'un des très très rares députés qui se rallie à De Gaulle, député SFIO, qui rentre de Norvège où il avait combattu en tant que capitaine. Maurice Schumann, j'en ai parlé il y a quelques instants. Georges Boris, alors extraordinaire. Georges Boris, à la fois homme d'affaires, journaliste, homme de gauche, très très à gauche, directeur de cabinet de Léon Blum en 1938, lors du deuxième ministère Blum, très éphémère, qui dure un mois et demi en 1938, introducteur de Keynes en France. Bon, eh bien le bonhomme, voilà, il a 52 ans, il s'engage en 1939, un maréchal des logis de 52 ans, et bien lui aussi se présente à Londres auprès de De Gaulle en juin 1940. Georges Boris, on va dire la grande bourgeoisie libérale, juive de gauche française. Claude Étier de Bois-Lambert, alors là c'est autre chose, on retrouve cette vieille aristocratie terrienne, normande, ça vous fera plaisir. Claude Étier de Bois-Lambert, alors lui c'est un aventurier dans l'âme, voilà, diplômé de Sciences Po, mais organisateur des chasses en AEF, une vie de roman, un petit bonhomme qui fait 1m58, et qui, lui aussi, voilà, alors lui a entendu l'appel, et il prend le premier
bateau à Saint-Jean-de-Luz pour la Grande-Bretagne. Bon, voyez, tous ces noms, j'oubliais, le capitaine de Autoclock, qui était blessé pendant la campagne de France, qui s'évade. Il est soigné dans un hôpital, il quitte l'hôpital, il s'évade, il passe par chez lui, dans la Somme, il signe un pacte avec sa femme, qui l'autorise en quelque sorte à partir, voilà. Alors il ne sait pas du tout où il va, et blessé par un cheminement via l'Espagne, lui aussi parvient à rejoindre la Grande-Bretagne, et vous verrez ce que deviendra ce modeste capitaine, enfin modeste, pas modeste du tout, c'est le seul officier breveté qui se rallie à De Gaulle, mais voilà, c'est un simple capitaine, capitaine de cavalerie. Bon, alors, il faut que j'avance, excusez-moi, alors c'est abominable, évidemment, catastrophe totale. 14h50, donc on arrête dans 20 minutes. Ah oui, non, mais là, j'en suis à 12%. Donc, écoutez, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Bon, alors, parce que j'aimerais surtout vous parler du Grand 3. Donc, excusez-moi, vous voyez, c'est toujours comme ça. Bon, donc, non, mais c'est pas bien, c'est très très mal. Donc, Churchill n'a pas renoncé pour autant à son projet. Eh bien, le 27 au soir, le 27 au soir, il le reçoit au 10 Downing Street. Alors, il faut imaginer Churchill, mon collègue Kersaudy limite à la perfection, il faut imaginer Churchill avec son accent rocailleux et son français assez baroque, s'exprimer ainsi et dire à De Gaulle, donc je ne tenterai pas de le faire, vous êtes seul, eh bien je vous reconnais tout seul. Voilà, donc ça c'est Churchill pur jus. Et le 28 juin, donc le lendemain, le gouvernement britannique publie un texte par lequel De Gaulle est reconnu chef de tous les Français libres, où qu'ils se trouvent dans le monde. Bon, on peut dire que là, c'est l'acte de naissance de la France libre. Plus que l'appel du 18 juin, cette reconnaissance britannique, c'est le premier élément. Bon, les Anglais, les Français, De Gaulle ont cherché à rallier à Londres des personnalités très importantes. Ça a échoué, en grande partie à cause de ce diabolique piège tendu par Hitler par l'armistice. Eh bien, vous êtes seul, je vous reconnais comme seul. Bon, simplement, encore un mot. Il faudra ensuite aller plus loin, parce que ça, c'est une reconnaissance à minima. Et De Gaulle charge René Cassin, le juriste qui vient d'arriver de France. De Gaulle charge René Cassin d'aller négocier. Donc, à peine sorti du bateau, hop, De Gaulle le reçoit. C'est ça, la France libre. Il n'y a rien. Bon. Et il charge ce juriste qui parle très mal anglais, comme De Gaulle d'ailleurs. Un officier français de la génération de De Gaulle parlait bien sûr l'allemand. Voilà, la langue de l'ennemi. De même qu'aujourd'hui, si vous êtes Saint-Cyrien, vous parlez anglais. Une armée française otanisée se doit de parler anglais. Bon. Donc, Cassin parle très mal l'anglais. Ça ne facilitera pas les discussions avec les Anglais. Et donc, De Gaulle le charge. Alors ça, avant de faire un saut vers directement le Grand 3, De Gaulle le charge donc d'aller négocier en tant que juriste, et qui a une petite expérience des négociations internationales. Je vous rappelle qu'il a représenté la France, enfin, il a fait partie de la délégation française à l'ASDN de 24 à 38. Et donc, De Gaulle charge ce professeur de droit d'aller négocier avec les Anglais. Et donc, il le reçoit dans son bureau, c'est pas encore Carlton Gardens, mais enfin bon, bref, peu importe, dans son bureau de Seymour Square à Londres, et le professeur Cassin demande à De Gaulle, ok, très bien, mais qu'est-ce que c'est que la France libre? Voilà. Qu'est-ce que je négocie? Quel est le contenu de l'accord? Alors, la scène, elle est extraordinaire, elle est relatée dans les mémoires de René Cassin, Les hommes partis de rien, publié, je crois, en 74 ou en 75. René Cassin, vous le savez ensuite, prix Nobel de la paix, enfin bon, une carrière extraordinaire. La scène telle que la raconte Cassin est trop belle pour être vraie. Voilà, donc elle est probablement romancée, mais le fond est vrai. Et donc, je vous livre, en tout cas, la substance. René Cassin dit, mais mon général, sur quelle base dois-je négocier? Est-ce que nous sommes l'armée française qui continue la guerre? De Gaulle répond, en aucun cas. Alors, est-ce que nous sommes une légion étrangère au service de la Grande-Bretagne? Parce que ça, il y a des précédents. Par exemple, la légion tchèque, française, après qui s'est repliée en France après les accords de Munich. Bon, De Gaulle répond, en aucun cas non plus. Et Cassin dit, mais alors, qu'est-ce que nous sommes? Et De Gaulle répond, mais nous sommes la France. Voilà, donc nous négocions au nom de la France. Et Cassin précise dans ses mémoires, si le Führer avait pu nous voir par le trou de la serrure, il aurait dit, voilà deux dingues qui sont bons pour l'asile. Puisque, le 29 juin 1940, nous sommes la France et nous allons bien sûr, en toute humilité, négocier avec l'Empire britannique, un être humain sur 4 sur Terre, 650 millions
d'habitants, une marine de 1000 bateaux, aucun problème. Bon. Et la discussion sera très compliquée, prélude d'ailleurs à toute une série de discussions extrêmement compliquées. Et pourquoi est-ce qu'elle est compliquée? Parce que justement, il y a cette revendication politique. Si De Gaulle s'était contenté d'être une simple force militaire qui se bat avec les Anglais, aucun souci. S'il avait été un gouvernement, et c'est ça, pour De Gaulle, la faute fondamentale de Vichy, et si De Gaulle avait été le représentant d'un vrai gouvernement provisoire en exil, comme il y en a tant, pratiquement tous les gouvernements européens sont réfugiés à Londres. À Londres, vous trouvez le gouvernement néerlandais, le gouvernement belge, le gouvernement grec, enfin, ça sera plus tard, le gouvernement tchèque, voilà. Hein, il y a une sorte de SDN qui se réunit à Londres durant la guerre. Là, ok, très bien, ce sont des gouvernements reconnus en tant que tels. D'ailleurs, certains qui arrivent avec des valises pleines, qui s'appellent une marine marchande norvégienne, qui s'appelle le Congo belge, voilà. Mais De Gaulle, il n'a rien. Donc, négocier politiquement, militairement, pourquoi pas? Allez, t'as 5000 soldats, je les prends. Parce que la Grande-Bretagne est en short, elle n'a plus rien. Elle a sauvé ses hommes, mais elle n'a plus un canon. Donc, si De Gaulle avait accepté de négocier sur le plan strictement militaire, aucun souci, ça se serait très bien passé. Ce sera d'ailleurs exactement la position du général Giraud en 1943, à une échelle beaucoup plus grande, mais ce sera celle-là. Non, le problème, même si René Cassin raconte la scène de façon évidemment un peu trop belle pour être vraie, mais De Gaulle, et ça c'est l'intuition géniale du gaullisme de guerre, De Gaulle prétend parler au nom de la France, c'est-à-dire au nom des intérêts français. Alors, il y a deux façons de voir cela. On peut ricaner et dire qu'est-ce que c'est que ce fou dingue qui se prend pour Jeanne d'Arc, et vous savez que Roosevelt passera la guerre justement à ricaner de cette façon-là. On peut aussi voir les choses sur un autre plan, c'est absolument fondamental. Ce qui se joue là, c'est le sort de la France après la guerre. Alors, même si, encore une fois, De Gaulle ne pèse rien, mais voilà, il part sur ces bases-là, qui rendent forcément la discussion âpre et compliquée avec la Grande-Bretagne. D'ailleurs, les hauts fonctionnaires du Foreign Office, parfaitement francophones, se grattent la tête et disent « mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas reconnaître la France à travers ce bonhomme qui n'est rien. On est dans l'invention totale. Voilà, on n'a jamais vu ça. » Bon. Et donc, l'accord est négocié très âprement. Donc, ce qui se joue, c'est la position d'un pays vainqueur, et pas simplement d'un pays libéré au terme de la guerre. Et d'une certaine façon, c'est la... Bon, alors, j'anticipe bien sûr, il faut jamais le faire en histoire, mais la chaîne qui va conduire au siège de membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU en 1945, d'ailleurs imposé par Churchill à Yalta et à la zone d'occupation en Allemagne, autant de choses qui n'étaient pas du tout prévues, eh bien, partent de là. Voilà, c'est la France libre, c'est donc, qu'est-ce que c'est? C'est la continuation de la France, et le pari est, il faut bien le dire, complètement dingue en 1940. D'autant que, vraiment, je le répète en face, vous avez Pétain, et c'est le Pétain de 40, c'est pas le Pétain de 41, 42, 43, c'est le maréchal Pétain, héros national. Comment peut-on douter une seconde du patriotisme du maréchal Pétain? L'accord donc sera signé le 7 août 1940 et au terme de longues discussions. Bien, je passe sur tout ça. Le Grand 2, juste un mot sur le Grand 2, auquel donc vous échappez. J'aimerais, parce que le Grand 3 me paraît peut-être le plus intéressant, en tout cas dans la perspective du concours, encore que le Grand 2. Le Grand 2 concerne les ralliements coloniaux. L'un de mes excellents collègues, le Canadien Eric Jennings, a publié il y a quelques années, en 2014, un livre remarquable et qui a, comme quoi, vous voyez, au bout de 4000 livres, on a encore des choses à dire. Un livre qui a vraiment profondément renouvelé l'histoire de la France libre, l'historiographie de la France libre, dont le titre est parfaitement trouvé. D'abord, c'est un très bon titre du point de vue communication, qui s'appelle « La France libre fut africaine ». Vraiment, je vous le recommande, au-delà du concours, c'est un livre, vraiment, une très belle leçon d'histoire. Et puis en plus, ce type est désespérant, il est sympathique, il parle aussi bien français qu'anglais et aussi bien anglais que français. En plus, il parle allemand. Enfin bon, bref, bon voilà. Les anglo-saxons sont souvent comme ça. Bon, bref. Et oui, effectivement, Jennings a raison, la France libre fut africaine. Et là, vous voyez, on est dans une perspective qui n'a plus rien à voir avec celle de ce matin. Et on va aller aux quatre coins du monde. C'est la divine surprise de l'été 1940. Vous vous souvenez que De Gaulle a cherché à rallier les chefs de l'Empire à la fin du mois de juin 40. Il a trouvé des portes closes partout. Chez les grands chefs, dans les grands territoires. La surprise va venir des colonies du pauvre, en quelque sorte, des colonies du bout du monde. Bon, par exemple, alors dès le 29 juin, Félix Éboué, le seul haut fonctionnaire noir de l'administration française, et je dirais coloniale française,
il est guyanais, il est gouverneur du Tchad, a fait connaître par télégramme à De Gaulle, dès le 29 juin, son ralliement, je dirais, potentiel. Voilà. Mais il dit, pour l'instant, je ne peux rien faire, mais mon général, je vous suis. Bon, donc, il y a cette petite lumière. De Gaulle lui a répondu le 3 juillet. Et puis, voici que en juillet, le tout premier territoire qui se rallie, c'est les Nouvelles Hébrides, qui s'appelle aujourd'hui le Vanuatu. Bon, alors, je ne pense pas que ce jour-là, le grand état-major de Berlin ait tremblé. Hein. Je ne pense pas qu'il soit dit, oulala, mon Dieu, ça y est, nous sommes cuits. Mais voilà, le Vanuatu, hein, donc les Nouvelles Hébrides, le condominium franco-britannique des Nouvelles Hébrides se rallie à la France libre. Quelques jours plus tard, ce sont les établissements français de l'Inde, Pondichéry, Chandernagore, on se croyait encore au XVIIIe siècle. C'est pas négligeable, vous le verrez, il y a quand même 300 000 personnes qui vivent là-bas. C'est tout petit, mais il y a 300 000 personnes. Et puis surtout, la grande affaire, donc ce sera l'AEF. Alors bon, je voulais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Ce sont des scènes extraordinaires, hein. C'est des condottières et c'est vraiment des aventuriers. De Gaulle envoie une petite équipe, voilà, je dis que je raconte pas, mais je le raconte. De Gaulle envoie une petite équipe là-bas, donc il sait qu'au Tchad, il peut se passer quelque chose. Et que si on fait basculer le Tchad, pourquoi pas les autres colonies de l'AEF, l'Oubangui-Chari, la République centrafricaine actuelle, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun. Attention, le Cameroun, c'est pas une colonie, hein, c'est un mandat. Mais bon, voilà, tout ça forme un bloc. Il y a peut-être un coup à tenter. Donc, il envoie une petite équipe formée de Pleven, qui a jamais mis les pieds de sa vie en Afrique, de Leclerc, qui connaît l'Afrique, mais du Nord. Il a combattu au Maroc. Le seul qui connaît un petit peu l'AEF, c'est Bois-Lambert, vous le savez, 1m58, qui organisait la chasse aux buffles en AEF. Bon, ce sont des aventuriers. Bon. Et voilà, ça se passe bien au Tchad, mais il faut dire qu'au Tchad, Eboué, depuis un certain temps, était prêt à se rallier. Et puis au Tchad, je participerai vendredi à un jury de thèse à Sciences Po Paris, d'une thèse remarquable de Géraud Létang, qui décrit le Tchad français libre durant la guerre. Et il montre bien qu'en fait, la société coloniale française du Tchad rompt avec Vichy durant le mois d'août 1940, pour différentes raisons sur lesquelles je reviens dans quelques instants, et que, en quelque sorte, la situation est mûre. Bon. Donc ça se passe très facilement au Tchad, et à Fort-Lamy, le 23 août 1940, Félix Eboué officiellement annonce le ralliement donc du premier grand territoire français à la France libre. Bien. En revanche, ailleurs, c'est plus compliqué. Et par exemple, au Cameroun, 3 capitaines, Leclerc, Diot, Bois-Lambert, des capitaines, hein, montent une espèce de putsch. Ils partent en pirogue avec une vingtaine de tirailleurs, voilà, une soixantaine de tirailleurs, et c'est la technique du putsch. Ils prennent Douala, hein, l'un prend la poste, l'autre prend Malaparte, hein, la technique du coup d'État. Alors, il faut dire aussi qu'il y a quelques appuis sur place, et le Cameroun bascule le 27. Bref, en quelques jours, hein, dans la dernière semaine d'août, je vous passe ces péripéties. Et le capitaine Leclerc, simple capitaine, hein, officier subalterne, le 27 août, en toute simplicité, s'autoproclame commissaire général du Cameroun. Voilà, un capitaine. Bon, et les choses sont à peine différentes au Congo, avec l'Armina. Bon, alors, un mot quand même, excusez-moi, hein, je passe très très vite, mais là, avec les élèves, là, je pense qu'il y a des choses extraordinaires à faire. Vous voyez, c'est une espèce d'aventuriers qui partent comme ça et qui rallient des territoires entiers. Alors, quelques réflexions quand même d'ensemble sur le ralliement de ces territoires coloniaux, puis j'en viens au dernier point, un peu rapidement. D'abord, et suivront encore en septembre la Nouvelle-Calédonie plutôt la Polynésie française d'abord, puis la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. Bien, malgré l'immense échec de Dakar sur lequel je saute, le 23 septembre, où là tout rate, et vous savez, De Gaulle a vraiment failli tout abandonner, et certains. Il y a certaines sources qui évoquent même qu'il est songé au suicide après l'échec de Dakar. Mais bon, bref. Alors, je saute sur cela, pardonnez-moi. 2 mots sur ces ralliements. Ces ralliements sont absolument fondamentaux. Et vous voyez, là, on est dans un contexte, par la force des choses, qui n'a rien à voir avec celui de la résistance intérieure. Ils offrent à De Gaulle d'abord des bases, d'abord un territoire. Il ne sera pas simplement un roi en exil, il aura un territoire. Alors, donc, des terres, de souveraineté française, une petite armée, en gros 7000 hommes, c'est pas négligeable, une petite armée, une population, 6 millions, alors très pauvre, c'est
cet ensemble de colonies est très très pauvre. Quelques richesses, le caoutchouc par exemple, et puis tout simplement des administrations, bref, une légitimité. Voilà, il n'est pas simplement un illuminé qui a dit « je suis la France », tout seul dans son bureau à Londres avec René Cassin. Voilà, il y a un bout de territoire qui n'est pas si petit que ça, c'est peu peuplé mais c'est très grand, qui s'est rallié à la France libre. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, De Gaulle songera très sérieusement, donc comme quoi le poids de Brazzaville est très important, De Gaulle songera à plusieurs reprises, lors des grandes crises franco-britanniques, l'automne 41 et surtout le printemps 42, à se replier à Brazzaville. C'est bon, je m'en vais, je quitte Londres et je vais à Brazzaville. Il n'y a pas que du bluff, il y a une grande part de bluff. On a beaucoup parlé du bluff ce matin, là vous avez un autre exemple de résistant bluffeur, mais pourquoi pas, c'est une hypothèse qui est possible, donc c'est absolument central. Inversement, on mesure aussi le caractère dramatique de l'échec en AOF. Qu'est-ce qu'aurait été le destin d'une France libre qui aurait contrôlé l'AOF dès 1940 ? Ça change tout, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus... Il y a presque 17 millions de personnes, il y a des richesses beaucoup plus importantes, surtout une position stratégique au cœur de l'océan Atlantique extrêmement forte. Voilà. Et puis ça permettait aussi de désenclaver les colonies britanniques d'Afrique de l'Ouest, comme la Sierra Leone, comme le Ghana. Bon, bref, la possession par la France libre de l'AOF dès 1940 aurait changé certainement le poids, la légitimité de la France libre dans la guerre. Et ce qui explique, moi c'est une thèse qui me tient à cœur, l'une des raisons pour lesquelles ça s'est mal passé sur le plan diplomatique avec les Alliés, c'est le fait que, vous savez, les relations internationales, c'est des rapports de force. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement qui engage 10 ou 15 000 hommes et qui n'est même pas capable de soulever l'AOF ? Eh bien, ça pèse pas grand-chose. Inversement, si tu arrives avec l'AOF, à la table de discussion, le rapport de force change un petit peu. Voilà, donc, vous voyez, ces territoires, ces ralliements sont à la fois fondamentaux, ils donnent une légitimité, une force très importante à la France libre, et en même temps, c'est pas assez. S'il y avait eu l'AOF, les choses auraient été bien différentes, mais le gouverneur général Boisson n'en a pas entendu ainsi. Sur ces ralliements, enfin, alors c'est pas n'importe quelques mots. Pourquoi ces ralliements-là et comment ? Eh bien, ce sont des territoires quand même très 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 particuliers. Pourquoi ces territoires-là se rallient et pas d'autres ? Ils se rallient parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Voilà, ils se rallient parce que soit ils sont objectivement dans la zone d'influence britannique. Qu'est-ce que vous voulez que fassent les établissements français de l'Inde en 1940 ? Voilà, le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides. Et j'insiste pas sur la Nouvelle-Calédonie qui est dans un lac anglo-saxon. Bon, d'autre part, en Afrique, il y a de forts intérêts économiques. Ces territoires sont enclavés. Le coton du sud du Tchad est exporté via Lagos. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ce sont des territoires bien particuliers. En revanche, l'AOF, qui peut vivre tranquillement sans les Britanniques, et plus encore l'Afrique du Nord, solidement tenue en main par Vichy, n'ont jamais, enfin du moins leurs dirigeants n'ont jamais songé une seconde à se rallier à la France libre, c'est-à-dire en fait aux Britanniques. Donc il y a cela. Deuxièmement, les ralliements. Le mot, vous savez que je ne sais pas si vous le savez, mais les historiens de la France libre discutent beaucoup le mot, et certains disent le mot ne convient pas. Le mot de ralliement laisse entendre qu'il y a une espèce de grand mouvement général. Bon, c'est pas le cas du tout. La thèse dont je vous parlais là, et qui va être soutenue dans quelques jours, mais d'autres travaux antérieurs aussi, ceux de Jennings en particulier, ont bien montré que ces ralliements étaient le fait de toutes petites minorités coloniales, et d'ailleurs parfois même de putsch, c'est-à-dire quelques colons, quelques marchands, le plus souvent, les chambres de commerce qui jouent un rôle très très important, des administrateurs coloniaux et quelques militaires. Voilà, ce sont des toutes petites minorités. C'est quoi ? C'est 200, 300 personnes, pas plus. Avec d'ailleurs aussi des communautés françaises qui sont partagées. Il y aura des gens qui refuseront. D'ailleurs, Félix Eboué leur laisse le choix de partir. Et puis, après les événements du Gabon, Leclerc dit ils partent plus, on les fout en camp. Donc, on ouvrira un camp d'ailleurs pour ces pro-vichistes au Cameroun. Voilà, donc ce sont de toutes petites minorités. Et alors évidemment, j'imagine que la question sera posée après, donc je le laisse pour les questions. Les populations colonisées sont totalement en dehors de ça. C'est vraiment un débat entre Français. Elles sont totalement passives, personne ne songe bien sûr à leur demander leur avis. Elles jouent un rôle totalement nul, du moins positivement, car négativement, si vous me posez des questions là-dessus, je pourrais vous répondre. Bon.
Dernier point, et puis n'oubliez pas, mais ça j'en parle pas, que c'est à Brazzaville précisément qu'en octobre et en novembre 1940, De Gaulle prend toute une série d'actes fondamentaux par lesquels la France libre passe à la politique véritablement, les premières ordonnances, la création de l'ordre de la libération, la déclaration organique qui se rattache à la République du 16 novembre 1940, etc. C'est fait à Brazzaville, volontairement, dans l'Empire, et surtout pas en terre étrangère en Angleterre, quand De Gaulle devient chef d'État, en quelque sorte. On peut dire que c'est la reconnaissance britannique qui crée la France libre le 28 juin, et on peut dire que ce sont ces ordonnances prises à Brazzaville le 27 octobre 1940 et la déclaration organique et la création de l'ordre de la libération un mois plus tard, octobre-novembre 40, qui font de Gaulle un chef d'État. De Gaulle, en quelque sorte, se fait chef d'État. Et pourquoi crée-t-il l'ordre de la libération? Parce qu'il n'a pas le droit de décerner la Légion d'honneur. Donc, parce qu'il n'est pas vraiment chef d'État. Donc, il crée un ordre parallèle. Si vous me laissez 5 minutes, oui ou non? Oui, merci. Je fais comme Leclerc, je les prends. Si vous me laissez 5 minutes, je voudrais vous dire un mot sur la sociologie, disons sur la singularité, voilà, sur la singularité de cette première résistance française libre par rapport, bien sûr, à la résistance intérieure dont mes collègues vous ont si bien parlé ce matin. Nous sommes dans un univers qui est radicalement différent, et je dirais pour 2 raisons. Il y a 2 raisons très simples qui font que nous sommes en présence d'engagement, de motivation. Motivation, non, je retire le terme, mais en tout cas de parcours, d'engagement, de sociologie qui sont très différentes. La première, elle tient au fait que la France libre suppose un départ. Elle suppose que d'une façon ou de l'autre, on quitte la France. Alors soit qu'on quitte la France, soit qu'on soit déjà hors de France. Donc là, il y a une première différence qui est absolument radicale. Et puis la deuxième différence, c'est que la France libre, même si elle est balbutiante, même si elle invente un modèle, même si elle est, une espèce d'ovni politique et militaire, la France libre, elle existe. Ce matin, mes collègues vous disaient, on ne s'engage pas dans la résistance, on la crée en 1940. La France libre, non, on s'engage dans la France libre. Même si c'est un mouvement qui est extrêmement fragile, il existe, il est là, et non seulement qu'il existe, mais il a immédiatement une prétention politique. D'ailleurs, il y a des fiches d'engagement. D'ailleurs, vous savez, et numérotées, le premier, puis le deuxième, et puis le troisième, etc., etc. Et pour les Français libres, en gros, au-delà de 10 000, c'est pas des vrais. Je l'ai vu, moi, ça, dans des réunions de Français libres. T'es combien, toi? 6 432. Ah, ça va, t'es un vrai. Inversement, le 23 850, qui pourtant s'est engagé au péril de sa vie en 1941, c'est déjà beaucoup plus tiède. Bon. Donc, voilà. Donc, deuxième différence fondamentale, elle existe tout de suite et ça change tout. Et il y a des uniformes, il y a une solde, il y a un tableau d'avancement, etc. Bon. Même si ça reste très très dangereux, on meurt beaucoup aussi, je vous rassure. Autrement dit, je vais essayer de vous le dire en 2 mots, ces 2 conditions déterminent à la fois une chronologie de l'engagement, je parle des premiers engagements, qui n'a rien à voir avec celle de la résistance intérieure, une géographie de l'engagement qui est également totalement différente. Quant aux motivations, là je serai beaucoup plus prudent, elles sont probablement les mêmes, mais elles sont très difficiles à percer. Alors, vraiment, quand je déborde trop, vous poussez des cris aigus. Tout d'abord, chronologie de l'engagement. La résistance intérieure, c'est un phénomène qui part de quasiment rien. On vous l'a dit ce matin, voilà, quelques initiatives, des mecs qui mettent des papillons sur les murs, bon, voilà, très bien, et qui va progressivement se structurer. Mais très lentement. C'est quoi? C'est 30 000 hommes fin 42. Bon, la France libre, elle fait le plein tout de suite. C'est le contraste absolu. Elle fait le plein, entendons-nous. Si on compte le nombre de Français libres, bon, alors là, c'est un immense débat, ne posez pas de questions là-dessus, sinon on y passe la nuit. Le nombre de Français libres, c'est en gros 65 000 personnes. 65 000, 70 000 personnes, vous me direz, mais alors, je comprends pas, vous dites que c'est une armée régulière et on ne connaît pas le nombre de soldats. Bah oui, parce que précisément, du côté des coloniaux, on a des problèmes. Bon, eh bien, en gros, la France libre, elle rassemble déjà pratiquement, si on va jusqu'au printemps 41, 30 000 personnes au printemps 41. Et ils sont déjà 15 000 à la fin de 1940. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle fait pas le plein, mais qu'en gros le tiers des engagés s'engagent dans les premiers mois. C'est pas le cas du tout dans le cas du côté de la résistance intérieure. L'année 1940, c'est pratiquement, d'ailleurs j'ai dit 41, je peux même m'arrêter à la fin de 40, l'année 1940, c'est pratiquement le tiers des engagés de toute la guerre dans les rangs des forces
française libre. La résistance intérieure, l'année 1940, ça doit représenter 1% des engagés de toute la guerre. Donc, vous voyez, d'un côté, un mouvement très progressif et très lent, et de l'autre côté, en gros, on fait pratiquement le plein immédiatement. Et d'ailleurs, ensuite, les années 41 et 42 sont des années de cauchemar pour la France libre. Il n'y a plus personne qui s'engage, pour différentes raisons, d'ailleurs, assez complexes à expliquer. En 41-42, on est tombé à quoi? À 250, 300 engagements par mois. C'est rien à l'échelle de la guerre. Et ça aussi, d'ailleurs, ça pèse beaucoup dans la faiblesse diplomatique de la France libre. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui n'a pas été capable de rallier l'AOF, qui maintenant nous engage quoi? 250, 350 personnes par mois, quand l'armée rouge, c'est 20 millions de soldats. Bon, voilà. Tenez, on va être terrible. En 41-42, la très morne armée de l'armistice de Vichy, qui est fondée sur le volontariat, elle engage 30 000 soldats. Voilà, il y a 30 000 bonshommes qui se présentent. Alors, ils ne sont pas tous pris, il y a 30 000 volontaires. Après, les Allemands disent, oh là là, et on se calme, vous n'allez pas prendre 30 000. Bon. Mais l'armée de Vichy suscite plus d'engagement dans les années 41-42 que les forces françaises libres. Soyons justes, certains d'ailleurs le conçoivent comme un pré-engagement vers la France libre, puisque on espère une affectation outre-mer, et outre-mer, il est plus facile de rejoindre la France libre. 15% des Français libres ont d'abord souscrit un premier engagement dans l'armée de Vichy. Soyons encore plus transgressifs, la LVF, 8000 personnes en 9 mois. La LVF, c'est moins sympa quand même que les forces françaises libres. 8000 personnes en 9 mois, à un moment où la France libre rame. Bon, les engagements repartiront, et d'ailleurs là, c'est synchrone avec la résistance intérieure, fin 42, début 43, parce que là, tout change. Il y a du côté résistant intérieur, le STO, qui a été la plus formidable agence de recrutement, non pas pour le travail en Allemagne, mais pour la résistance et pour le maquis. Pour le travail en Allemagne aussi, 730 000 Français. Et du côté français libre, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, qui libère le stock de volontaires d'Afrique du Nord. Donc là, les deux chronologies sont synchrones. Pour une fois, on a une nouvelle vague d'engagement très, très importante, et jusqu'à la fin de la guerre, mais pas au même endroit et pas exactement pour les mêmes raisons. Bon. Donc, une chronologie qui n'a rien à voir. Autrement dit, la France libre, donc la première résistance, là, elle est massive. Enfin, massive à l'échelle de la France libre, pas du tout à celle de la guerre. C'est une toute petite armée, 60 000 hommes. C'est pas grand-chose. Mais en tout cas, à l'échelle du mouvement, les premiers mois sont décisifs. Et inversement, 41-42 sont des espèces de traversées du désert assez compliquées. La géographie, alors là, elle est aberrante. La géographie, et je parle des premiers engagements, ou d'ailleurs même du reste de la guerre. La géographie des engagements dans la résistance intérieure, mes collègues n'en ont pas parlé ce matin, elle est relativement homogène. Alors bon, après il y a des subtiles études, puisqu'on a 70 000 livres, donc on peut bien voir quelques études précises, mais en gros c'est homogène, il n'y a pas des régions, alors il y a quelques nuances, il y a des régions plus résistantes que d'autres, voilà. Mais globalement, la résistance intérieure a été un phénomène national et un phénomène relativement homogène. Rien de tel du côté de la France libre, rien de tel. Par exemple, la Bretagne, 5,6% de la population française au terme du recensement de 36, allez, mettons 6% des Français, fournit 22% des Français libres. 22% des Français libres, 1 sur 5 est breton. De Gaulle dira d'ailleurs, de façon un petit peu méchante, à l'un de ses amis, après la guerre, finalement, qui j'avais autour de moi en 40, des juifs courageux, quelques aristocrates et les braves pêcheurs de l'île de Saint. Voilà, ça résume assez bien les choses. C'est pas très politiquement correct, mais ça résume très bien les choses. Le Finistère produit à lui seul 13% des engagés de la France libre, et la ville de Brest, 5%. Bon, on est dans une géographie qui est complètement aberrante. Rendez-vous compte que la petite ville de Douarnenez, 15 000 habitants, fournit 600 Français libres. Donc il y a un caractère bretonnant là qui est extrêmement fort, et c'est pas notre sujet, mais en 1943, on passera d'une France libre bretonnante à une Bretagne à l'accent pied noir très prononcé, puisqu'on aura cette fois-ci des engagements massifs de Français d'Algérie. Et d'ailleurs, si on cherche la proportion, disons la communauté ou le groupe social ou le groupe, mettez ce que vous voulez comme terme, dont la propension à l'engagement français, dont la propension à l'engagement dans les rangs de la résistance a été le plus fort, c'est les Juifs français d'Afrique du Nord. Il faut dire traumatisés par leur décitoyennisation. Le terme n'est pas très français, opéré par Vichy par l'abolition du décret Crémieux. C'est en proportion le groupe social ou le groupe ethnique qui s'est le plus engagé dans la résistance. Bon,
Et ce qui est très intéressant, c'est que si on se tourne dans les études historiques sur la tradition, inversement, certaines régions de France ne fournissent pratiquement pas de français libre. Tout le Grand Est, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, etc. Le pourtour méditerranéen, quasiment rien. Hein. Bon. Et tout cela, donc, est en contraste total avec la résistance intérieure. Vous avez des petites initiatives, mais partout. Plus dangereuses en zone nord qu'en zone sud, mais partout néanmoins. Et deuxièmement, nous sommes là, si on se tourne un petit peu vers les études concernant l'engagement volontaire militaire en France depuis le XVIIIe siècle, on est dans une géographie qui est aberrante. Au contraire, quelles sont... Alors on a toute une série d'études, Michel Boson sur l'engagement au XIXe, Jean-Charles Geoffrey, Philippe Boulanger en 14-18, Rémi Skoutelski sur les brigades internationales. Donc on a toute une série d'études sur les phénomènes d'engagement volontaire militaire en France au 19e, 20e siècle. Quelle est la région qui traditionnellement était la bonne région militaire et qui fournissait le plus d'engagés volontaires? C'était le Grand Est. Voilà. Donc là, on est non seulement... la France libre est doublement aberrante par rapport à la résistance intérieure et aberrante par rapport à l'histoire et à la géographie de l'engagement volontaire en France. Bon, en réalité, donc, c'est tout à fait singulier. Bon, en réalité, tout ça s'explique par des raisons très simples qui sont simplement matérielles. C'est tout. Voilà. Dans une France occupée, dans une France où bien sûr les Allemands commencent tout de suite par occuper les ports, les gares, etc. C'est le béaba de l'occupation. Eh bien, dans cette France, et où la police de Vichy, bon, même si c'est le 10 juillet, fait de même en zone sud, il est tout simplement beaucoup plus facile, en juin 1940, dans le réduit breton, de quitter la France, d'où partons? On part de Bretagne et on part, en gros, des deux pointes, des deux extrémités, et du Pays Basque. On part de Saint-Jean-de-Luz, on part de Bayonne, dans les derniers bateaux qui quittent la France. Et qu'il y ait beaucoup de marins, des guerres surprenantes, les marins ont des bateaux. Voilà, les marins pêcheurs ont des bateaux. C'est une découverte stupéfiante, et il est évidemment beaucoup plus facile de quitter la France depuis un petit port breton avec un bateau que depuis l'Alsace, qui, même si elle n'est pas concernée par l'armée 6, est déjà annexée de fait en 1940. Dernier point enfin, et les motivations. Alors, les motivations, vraiment, pardonnez-moi, je déborde affreusement, mais je me tais en 30 secondes, c'est promis. Les motivations, alors d'abord, soyons d'une extrême modestie. Voilà, comment sonder les cœurs, comment déterminer quels sont... J'ai des collègues, parfois, qui sont très catégoriques, qui sont engagés parce que ceci, parce que cela. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, alors restons modestes, qu'est-ce que tu en sais? Bon, pas tous, mais une petite minorité sont très persuadés d'avoir parfaitement raison, ils sont engagés parce que ceci, parce que cela. Eh bien, si tu le sais, tant mieux pour toi. Alors, soyons très très modestes. Et là, je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux résistances, intérieure et extérieure, mais il peut y avoir des modalités qui sont un peu différentes. Quand on interroge les gens, qu'est-ce qu'ils répondent? Alors, donnons-leur la parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les interroger? Ça peut être sur le moment. Alors, pas en 40 malheureusement, parce qu'en 40, on prend tout le monde. Mais en 43, on filtre. Par exemple, quand vous débarquez, après vous êtes évadé par l'Espagne au Maroc, vous passez devant la sécurité militaire, de l'armée française au Maroc, elle vous dit, mais qu'est-ce que vous venez faire là? Pourquoi vous engagez-vous? Et donc, vous devez donner une raison. Ou bien, quand on épluche un peu les archives anglaises, des Patriotic School, c'est-à-dire des centres contrôlés par le MI5, le contre-espionnage, les Anglais redoutent la filtration d'espions, mais pas tout de suite, ça se met en place à l'automne 40. Donc quand le contre-espionnage anglais filtre également les personnes qui arrivent en les interrogeant, la réponse est unanime, patriotisme. Voilà, patriotisme. Alors après, il y a quelques colorations, mais en gros, c'est ça. Et quand on les interroge, ce que j'ai fait, par exemple, pour les Français libres, 60 ans après, alors là, il faut être très très prudent, déformation de la mémoire collective, phénomène d'ossification mémorielle, patati, patata. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Patriotisme. Bon, alors là, l'historien a deux attitudes, soit il écarte ça d'un revers de main, soit il dit, pourquoi pas?
pourquoi pas, hein, une telle unanimité dans le discours sur le moment et 60 ans après mérite qu'au moins on s'y arrête et que, évidemment, on envisage l'hypothèse. Bon. Donc, et quand on a des textes similaires concernant, il y a quand même pas mal de résistants de l'intérieur qui ont publié leur mémoire, la très grande majorité d'entre eux répondent également patriotisme. Toutefois, j'aimerais donc, a priori, pourquoi pas, hein, moi je reste prudent, j'ai renoncé à percer les cœurs, voilà, mais une telle unanimité quand même est là. Bon. Toutefois, il y a quand même quelques petites choses qui montrent que les choses sont peut-être un peu plus complexes et que le discours, à la fois sur le moment et 60 ans après, peut être nuancé. Vraiment, je n'écarte absolument pas l'hypothèse patriotique, une espèce de réflexe vital comme ça, presque non réfléchi. La défaite est inacceptable. Les Allemands en France, c'est pas possible. Pétain, collabo, c'est pas possible. Je m'engage. Bon, très bien. La thèse intentionnaliste, en quelque sorte. C'est mon collègue Blanc qui parlait ce matin de fonctionnalisme. Et bien là, l'intentionnalisme fonctionne, c'est le cas de le dire, à plein régime. Avec des nuances. Par exemple, deux exemples. En Norvège, vous vous souvenez, et vraiment je mettais dans 3 minutes. En Norvège, la France avait envoyé un corps expéditionnaire en avril 1940 qui était formé de 2 morceaux, en gros une demi-brigade de légion et un gros régiment de chasseurs alpins. Bon, ok, ils se battent bien d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, ce qui est très très drôle, c'est que les soldats français libres, ils ont le sentiment, quand vous les interrogez, les Allemands, on leur a filé une raclée en Norvège, on leur a filé une raclée à Bir Hakeim, et ensuite en 1944, on les a vraiment boutés de France à coups de pied au cul. Donc c'est très très curieux, ils ont le plus grand respect pour les soldats allemands, mais c'est pas des surhommes. Hein. À chaque fois qu'on les a rencontrés sur le champ de bataille, alors c'est pas des soldats qui ont vécu 40 aussi, hein. À chaque fois qu'on les a rencontrés sur le champ de bataille, on leur a mis une branlée. Donc, soldats allemands, ok, très grand respect, très grands soldats, mais c'est pas des surhommes. Vous n'auriez peut-être pas le même discours si vous interrogez les prisonniers dans les stalags. Donc, voilà. Il y a en gros 1700 personnes. Et bien, ce qui est très curieux, ils sont en Angleterre, hein. Il y a eu tout un périple, ils ont été rapatriés en France, et puis ils quittent la France pour l'Angleterre. Les Anglais les mettent dans un camp bien dégueulasse et plein de poussière, à Trenton Park, où De Gaulle vient d'ailleurs les voir. Et alors là, ce qui est très curieux, donc, même expérience, hein, voilà, ils viennent de vivre les mêmes événements. Chez les légionnaires, on a un taux d'engagement dans la France libre qui est extrêmement fort, hein, il y en a quasiment 1000 sur 1200, pratiquement tous, il n'y en a que 200 qui disent non, je ne viens pas, alors que chez les chasseurs alpins, c'est l'inverse, hein, il n'y en a qu'à peu près 15% qui s'engagent. Et les autres repartent d'ailleurs avec leur chef, le général Bétoir, au Maroc. Bon. Alors là, on est interloqué, hein, les mêmes gens, même endroit, la même expérience, le même combat, frères d'armes, etc. Les légionnaires remettent tout ça, les chasseurs alpins, ils rentrent pratiquement tous en France. On leur laisse le choix. Comment ne pas imaginer qu'il y a aussi des phénomènes de corps et que la Légion, c'est un corps. Hein. Vous savez que quand elle défile sur les Champs-Élysées, elle ne se sépare pas. Hein. C'est le seul corps qui ne se divise pas en deux devant la tribune présidentielle. Hein. Ils passent toujours ensemble. Hein. Donc, il y a... Voilà, patriotes très certainement. Le comble là, c'est que la plupart ne sont pas français d'ailleurs, hein, chez ces légionnaires. L'encadrement est français, mais la grande majorité de la troupe est étrangère, ce qui fait que dans la France libre, il y a une espèce de kaléidoscope incroyable. Voilà, donc des phénomènes de corps ont dû jouer aussi. Ce qui est très frappant d'ailleurs, je parle de phénomène de corps, c'est, et là vous le retrouvez à la fois chez les Français libres et chez les résistants de l'intérieur, l'invraisemblable nombre d'engagements familiaux. Les frères qui s'engagent ensemble, le mari et la femme, dont vous avez eu ce matin différents exemples, le père et le fils, hein, et si on va jusqu'au cousin germain, moi j'ai fait le calcul pour les Français libres, à partir des sources que j'arrive à un tiers des Français libres qui sont engagés, et là, alors c'est vrai en 40, c'est vrai en 41, c'est vrai en 42, c'est vrai sur toute la guerre, qui sont engagés ensemble, hein, c'est-à-dire avec leur père, avec leurs frères, souvent le frère. Hein. On a même d'ailleurs des fratries de compagnons de la libération, les frères Hébert par exemple. Voilà. Bon, Dastier de la Virie, 3 frères. Bon, donc des phénomènes de corps. Deuxième exemple qui est tout à fait frappant. En AEF, je vous l'ai dit, pratiquement tous les Français, hein, Français, Européens, blancs, voilà, hein, donc tous les colonisateurs et pas les colonisés, pratiquement tous s'engagent, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient administrateurs coloniaux ou qu'ils soient militaires. Bon, pratiquement tous. Et il y a que 200 personnes qui disent non, moi je ne m'engage pas, et que Leclerc, qui, vous le voyez, a parfois des zones un peu plus sombres, le général Leclerc mettra dans un camp au Cameroun, où ils seront d'ailleurs moyennement traités. Bon, passons. Inversement, en AOF,
Vous prenez par exemple les militaires d'AOF et les militaires de carrière d'AEF. C'est les mêmes. Ils sortent des mêmes milieux, ils sortent des mêmes écoles, ils ont fait les mêmes carrières, ils ont pu parfois d'ailleurs être affectés dans les mêmes unités. Aucun ne s'engage. Et de 40 à 43, il n'y a qu'une cinquantaine de personnes, une cinquantaine, c'est rien, hein, une cinquantaine de personnes qui tentent le ralliement, alors qu'il y a une frontière par le Tchad et par le Niger. Hein. Niger, Vichy, Tchad, France libre. Hein. C'est d'ailleurs le seul endroit où il y a une frontière physique entre les deux France. Hein. Donc, Géraud Létang en parle très bien dans cette thèse qui, à mon avis, va devenir une grande thèse et marquera l'historiographie. Donc, il n'y a qu'une cinquantaine d'officiers français de l'armée d'AOF qui tentent de passer chez De Gaulle. Si on est stupide, on dit « Ah bah, les officiers d'AEF étaient plus patriotes que ceux d'AOF. » C'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes. Bon. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on a basculé dans la France libre ou pas? C'est le simple hasard des affectations. Voilà. Le capitaine machin qui est à Libreville, il s'engage. Le capitaine du schmock qui est à Dakar ne s'engage pas. Voilà. Bon. Donc, vous voyez que, bon, patriotisme, très certainement, évidemment, c'est, je dirais, la base. Mais après, vous avez toute une série de circonstances. D'ailleurs, nous l'avons vu ce matin dans un contexte différent qui est celui de la résistance intérieure. Et là, le fonctionnalisme reprend le dessus en quelque sorte. Ça peut être l'esprit de corps, ça peut être la famille. Tenez, je reviens aux familles. Le nombre de personnes qui s'engagent avec des copains. Voilà. Hein, les copains. Voilà. Bon. On part ensemble. Hubert Germain, je conclurai que sur cela. Hubert Germain, futur compagnon de la Libération. On doit être le 28 ou le 29 juin 1940, passe à Bordeaux le concours de l'école navale. Il passe au concours de l'école navale, et il est en train de rédiger, voilà, donc Hubert Germain, qui sera ministre des PTT, donc qui se battra dans la Légion étrangère, 13e des BLE, il est compagnon, il sera blessé en Italie, si j'ai bonne mémoire, il sera ensuite député et ministre des PTT du gouvernement Mesmer. Bon, voilà, en 73. Hubert Germain, donc, passe l'écrit du concours de l'école navale, on est le 28 ou le 29, je ne sais plus, juin 1940, et puis, tout d'un coup, il arrête, il dit, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de rédiger une disserte en 3 parties, avec 3 sous-parties, vous savez, etc. Hein, voilà, toutes les fioritures, hein, pour devenir officier de marine. On est en plein désastre national. Et il se dit, mais c'est pas possible. Il se lève et il part. Il se lève. Et voilà, je m'en vais. Mais, monsieur Germain, votre copie, je m'en fous. Voilà. Et 3 autres le suivent. 3 copains le suivent. Et ils partent et ils s'engagent dans la France libre. Voilà. Donc, vous voyez que là, vous avez les deux ensemble. Vous avez à la fois l'intentionnalisme. Il y a de toute évidence une espèce de réflexe patriotique. Qu'est-ce que je suis en train de faire? La scène est parfaitement absurde. Hein, avec tout le rituel, on distribue les copies. Voilà. Ils se lèvent et 3 copains se lèvent. Ils partent ensemble. Bon, voilà. C'est... Bref, sur la question des motivations qui sera jamais close et jamais réglée, je conclurai voilà, de cette façon-là. D'abord, soyons extrêmement modestes. Il est très compliqué de déterminer les raisons. Et même quand les gens parlent, parfois, la mémoire, vous savez, c'est pas l'histoire. Hein, c'est quelque chose de fragile et de relatif. Et deuxièmement, il n'y a pas de différence majeure, je pense, là, entre les deux résistances. Mais il peut y avoir des modalités qui ne sont pas exactement les mêmes. Et songeons en particulier à ces phénomènes de corps qui ont pu jouer. Il y a des unités entières qui ont rejoint la France libre. Et ça, c'est un phénomène tout à fait spécifique que vous ne retrouvez pas dans la résistance intérieure. Par exemple, là, il y a un bataillon entier du 24e régiment d'infanterie coloniale basé à Chypre qui rallie la France libre. Voilà, tous, qu'il n'en manque pas un seul. Inversement, chez les marins, quasiment personne. Il y a 35 000 marins français en Grande-Bretagne, il n'y a quasiment aucun qui rejoint la France libre. Est-ce que les gars du 24e hérissé étaient plus patriotes que leurs copains marins? Non, il y a simplement des traditions, des esprits de corps qui jouent dans un sens et qui jouent dans l'autre sens. Pardonnez-moi d'avoir débordé, et encore, c'était pas trop aujourd'hui. D'habitude, c'est pire. Je vous remercie beaucoup de votre aimable attention. Et Madame Rivet, je suis mort de honte, hein. Excusez-moi. Elle n'est pas là pour moi. Elle n'est pas là. Eh bien, heureusement, comme ça, elle ne peut pas m'engueuler. Quoique, un quart d'heure, ça va. Hein, c'est... Bon, il manque l'essentiel du grand 2. Voilà. Si vous avez quelques questions, c'est avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions?
Ils ont été attentifs, ils ont noté Attends, très c'est bien. rapidement. Et là... C'est bien. Alors moi je vais vous poser une question par rapport aux femmes qui s'engagent et qui rejoignent la France libre. Oui, alors là, je vais botter en touche. Sort en janvier un ouvrage de Sébastien Albertelli qui est sur les femmes dans la France libre. Hein. Donc, voilà. Bon, je peux quand même vous répondre un petit peu. Donc, Albertelli, c'est un très 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 bon historien qui nous a déjà donné, on va dire, une étude définitive, comme on dit, sur le BCRA, sur les services secrets gaullistes. Et là, ça fait 3 ans qu'il bosse sur les femmes dans la France libre. Donc, je parle avec prudence parce que on les connaît très mal et je pense qu'on va bien les connaître grâce à cet ouvrage. Voilà. Donc tout ce que je peux vous dire simplement, qu'il y a à peu près 1150 femmes qui s'engagent dans la France libre, dans des fonctions diverses. Hein. Ça fait à peu près 6% des effectifs. Hein. Donc c'est oui, c'est ça. Ça fait à peu près 6-7%. 6-7% des effectifs. Voilà. C'est pas négligeable, mais c'est bien sûr peu. Je vous rappelle également que sur les 1038 compagnons physiques de la Libération, hein, par ailleurs il y a 5 villes et 18 unités combattantes, il n'y a que 6 femmes. Il n'y a que 6 femmes, donc là c'est vraiment très très peu. Mais ça renvoie aussi à une certaine époque. Évidemment, la place et la représentation de la femme n'étaient pas du tout la même dans la société française de la fin des années 30 que dans celle d'aujourd'hui. Et bien évidemment, la résistance, elle reproduit, je dirais, les a priori, les représentations, etc. etc. Élisabeth de Miribel se contente modestement, alors c'est quelqu'un de remarquable, hein, de dactylographier le texte que le général de Gaulle, de son écriture très fine et illisible, lui a remis. Ce qu'on peut signaler aussi, c'est que la France libre innove considérablement en faisant de ces femmes d'authentiques militaires. En créant, alors, l'expression est malheureuse, un corps féminin français. Ça s'appelle comme ça, le corps féminin français. Donc je vous laisse imaginer les blagues salaces qui ont pu... comment va le corps féminin français ? J'adore le corps féminin français. Comment fait-on pour pénétrer le corps féminin français ? Etc. etc. Bon, voilà. Les blagues lourdes, ça existe également à Londres dans les bars de soldats français libres. Mais blague à part, c'est une innovation considérable dans l'histoire militaire française. On peut dire que c'est le début de la féminisation de l'armée française. Alors, il y a toujours eu des femmes, je dirais, autour de l'armée française. Par exemple, les infirmières, les brancardières et autres. Hein, mais elles n'avaient pas de statut militaire au sens strict. Donc là, pour la première fois, vous avez un corps militaire, il s'appelle comme cela, avec donc des soldats, des sous-officiers, des officiers, et une femme qui va devenir commandant, hein, qui a l'intérêt, qui sera... qui commandera ce corps. Et donc, pour la première fois, vous avez donc des femmes... Alors, elles ne sont pas combattantes. Je vous rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, seule l'armée rouge emploie des femmes combattantes. Hein, il y a des femmes soldats dans l'armée rouge, les fameuses sorcières de la nuit, je ne sais pas si vous connaissez, ces pilotes de bombardiers qui arrivaient toujours de nuit et qui effrayaient tant les Allemands parce qu'ils ne les voyaient pas arriver. Bon, donc seule l'armée rouge. Et puis, il y a aussi les fameuses snipeuses. Hein, ce n'est pas les snipers, mais c'est les snipeuses de l'armée rouge. La plus célèbre a tué 335 Allemands. Alors bon, est-ce que le chiffre est vrai ? Vous savez, c'est comme ceux du Gosplan. Hein, il faut beaucoup se méfier. Mais en tout cas, il y a un bataillon de snipeuses. Hein, je ne sais pas comment... de tireuses d'élite de l'armée rouge. Bon, mais seule l'armée rouge envoie des femmes au combat. Donc ces femmes, elles sont reléguées pour l'essentiel dans des tâches qui sont celles assignées aux femmes dans la société française du temps, c'est-à-dire elles seront conductrices. Mais je vous rappelle qu'il y a quand même une future reine qui sera conductrice, puisque la reine d'Angleterre, bien qu'elle n'ait pas son... qui n'a pas de passeport mais qui a son permis de conduire, la reine d'Angleterre, Elisabeth, a été une toute jeune conductrice de l'armée britannique. Hein. Donc elles seront conductrices, elles seront secrétaires, elles seront assistantes sociales, enfin bon, bref, toute une série de tâches qui ne seront pas des tâches directement combattantes, mais surtout la nouveauté, c'est le statut de militaire. Hein. Donc on a pour la première fois des femmes anciens combattants, hein, avec la carte de combattant après la guerre, et certaines qui sont devenues officiers. Alors aujourd'hui, on allait beaucoup plus loin. Je vous rappelle qu'il n'y a plus qu'un seul endroit où le machisme règne dans l'armée française. Il y a des femmes pilotes de chasse. Il y a même eu, il y a 2 ans, la première patrouille d'un sous-marin nucléaire avec des femmes. Il reste un seul endroit, est-ce que vous savez lequel, où il n'y a pas de femmes ? C'est la Légion. Voilà, la Légion. Il n'y a pas de femmes légionnaires. C'est le dernier endroit inaccessible.
Est-ce que ça sautera? J'en sais rien. Voilà. Mais en tout cas, pour les femmes, vraiment, je vous renvoie, parce que tout simplement, c'est vrai, à l'ouvrage d'Albertelli qui va certainement nous apprendre beaucoup de choses, et surtout sur le décompte, parce qu'on a le chiffre de 1150 que je vous donne et je pense faux, voilà, parce que lui, il a fait le compte précis, et puis on en saura beaucoup plus sur le parcours de ces femmes qui ont, d'ailleurs, alors ça, moi je l'ai repéré, Albertelli m'a dit qu'il le confirmait, qui ont globalement un niveau intellectuel et social supérieur à celui des hommes, qui est déjà très élevé dans la France libre. En gros, c'est les bourgeoises, voilà, qui, pas toutes évidemment, mais c'est une grande part de bourgeoises. Si vous voulez faire travailler vos élèves, il y a vraiment toute une... ces femmes ont beaucoup écrit après la guerre, il y a toute une série de mémoires qui sont toutes très très intéressants à lire concernant ces femmes. Voilà.